Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 52 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui on poursuit notre série sur le top 100, notre saga de la centaine. Et donc aujourd'hui, deuxième numéro et deuxième fournée de joueurs du top 100. Bon, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite évidemment à d'abord écouter l'épisode précédent sur le début du top 100, en l'occurrence les 5 premiers joueurs dont on a discuté et qu'on a classés les uns par rapport aux autres. Et du coup, pour aujourd'hui, nouvelle cuvée de joueurs que je peux vous annoncer dès maintenant. Aujourd'hui, on va parler de Joel Embiid, Kevin Garnett, Al-Farouq Aminu, Jrue Holiday et Kevin Durant. Et donc, pour faire ça, on reçoit quelqu'un que vous connaissez très bien sur le Basket Lab, puisque c'est Rafa de Basket Info et Rafa aussi de T-Wolves FR. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, deuxième épisode de notre saga, la centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour ce deuxième numéro de la centaine, évidemment, notre top 100 des joueurs de la décennie. Et pour ça, on reçoit un invité que vous connaissez, c'est l'homme aux casquettes du Basket Lab. On reçoit Rafa. Comment ça va, Rafa ? Salut Guillaume, écoute, ça va très bien. Impeccable. Ça va, c'est surtout en ce moment que tu as acquis Rudy Gobert. Hein. Ah bah oui, plutôt content. Plus du tout de tour de draft, ce qui fait que bon, voilà, je suis tout perturbé parce que moi, la draft, c'est en tant que fan des Vols, c'est mon truc, donc bon, voilà, un peu contraint et forcé, mais bon, content quand même. T'es content, tu vas pouvoir passer un tour de playoff peut-être bientôt. J'espère, je touche du bois. J'ai jamais connu ça, ou presque. En tout cas, c'est vrai que la transformation entre spécialiste de draft pendant 10 ans et aujourd'hui quelqu'un qui n'a plus de tour de draft, elle est assez sympathique. Bon, alors Rafa, l'homme aux casquettes, évidemment, Rafa de Basket Info, analyste très généraliste, Rafa, spécialiste des Wolves, bien sûr, du compte T-Wolves FR. D'ailleurs, on vous conseille d'aller suivre ça sur Twitter si vous ne le faites pas, puisque avec Rudy Gobert, il devrait se passer des trucs assez intéressants, je pense qu'on peut dire ça. Rafa, bon, on va pas citer toutes tes casquettes. Aujourd'hui, il y a la casquette de classeur, donc on vient se rajouter à tout ça. Oui, on est en plus en plein dans l'actu, puisqu'on a appris ce matin hier soir, que le dernier podcast qu'on avait fait, les destinations de sign and trade de potentiel pour DeAndre Ayton, on avait cité Indiana, tous les deux comme numéro 1, ou toi c'était 1 bis, je crois, en passant par OKC. Finalement, on a eu raison, mais finalement, Phoenix va s'aligner. Donc, on avait raison quand même à moitié, enfin, on peut dire. Ouais, voilà, c'était pas mal. C'était pas catastrophique. Tu vois, notamment, on avait fait pareil sur Gobert, et Gobert, j'avais pas du tout Minnesota, donc, donc voilà. Bref, donc, deuxième numéro de cette série, sur le top 100, et donc on est sur une cuvée que je peux vous citer de suite: Kevin Durant, Kevin Garnett, Joel Embiid, Jrue Holiday et Al-Farouq Aminu. Donc cuvée assez sympathique, si on exclut un peu Aminu peut-être. Alors pour commencer, oui, le classement actuel aussi, je peux rappeler. Donc au premier épisode, on a déjà classé 5 premiers noms. On avait Kyle Lowry pour l'instant qui est numéro 1. En deuxième, on avait Tony Parker. Troisième, Nikola Jokic. Quatrième, on avait j'ai perdu. Qui est-ce qu'on avait en numéro 4 ? Ah oui, Kevin Love, justement. Et en cinquième, Harrison Barnes. Rappelons aussi qu'on fait un classement de valeurs sportives et surtout de valeurs cumulées sur les 10 ans, et non pas une évaluation ni sur la longévité ni sur le pic en carrière. Donc on est vraiment sur l'impact sportif additionné sur les 10 ans. Donc voilà, peut-être sur ce premier classement, est-ce que tu as des choses à redire, ou est-ce que tu as quelques trucs à ajouter, notamment sur un joueur que tu as bien connu, Kevin Love ? Je trouve que c'est très difficile déjà comme exercice. Donc, quand tu m'as donné le classement la première fois, je me suis dit, waouh, Kevin Love est bas quand même. Puis en fait, quand on y réfléchit, non, c'est logique que sur ces 5-là, ils sont en 4e position parce que il a jamais été All-NBA, par exemple. Il y a eu beaucoup de blessures. Bon, donc sur les 10 ans, ça se justifie qu'il soit 4e.
J'aurais hésité, je pense, sur Kylori et Parker. Mais bon, là, pareil, hein, ça se justifie. Non, je pense que finalement, même si au début je me disais, j'aurais pas fait ce classement, en fait, je crois que si, j'aurais fait ce classement-là et que c'est dans cet ordre-là que je les aurais mis. Mais en fait, ce qui est pas du tout intuitif, c'est que justement, j'insiste, on fait un classement des valeurs sportives et additionné sur les 10 ans. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu un peu des désaccords avec Nico, hein, sur le premier épisode, qui partait lui un peu sur une évaluation peut-être des profils plus théoriques, et c'est pour ça que notamment il avait mis Jokic en 1, parce que ça a été le meilleur pick et le meilleur profil théorique des 5. Mais c'est vrai que justement, voilà, l'exercice du jour, c'est justement de voir sur les 10 ans, et pas seulement qu'il y a eu le meilleur pick à un moment donné. Et donc c'est pour ça que quelqu'un comme Jokic, qui pourtant a été, même déjà 2019-2020, était très très bon à l'NBA, first team et tout, pourtant il est pas non plus premier parce qu'il a que 5 ans, et sur les 5 ans, il a pas non plus 5 ans de haut niveau. Et Kevin Love, c'est vrai que moi, l'argument que j'avais, c'était que il y a toute une deuxième partie de la décennie, après le trade à Cleveland, où en fait c'est juste un role-player. J'exagère, un role-player de luxe, de grand luxe peut-être, mais quand même, il y a 2 années même à jeter en fin de décennie à Cleveland après le départ de LeBron James. Et sur la première partie, il y a une année blessée, et on va dire il y a 2014 qui est de très haut niveau, 2012 aussi qui est pas mal, mais finalement, en caricaturant très grossièrement, c'est vrai que ça fait 2 grosses saisons peut-être de go-to-guy ou de haut niveau pour Kevin Love, et ça faisait très léger par rapport à Kylori, qui par exemple avait été très valuable sur plein d'équipes pendant presque 10 ans, quoi. Ouais. Alors peut-être 3 saisons pour Love, parce que la saison 2010-2011 où il explose, il est vraiment bon aussi. Ouais. Mais effectivement, hein, surtout avec des résultats collectifs qui sont pas du qu'à lui, hein, mais qui sont quand même assez très médiocres dans le Minnesota. Donc ouais, ça se tient complètement. Effectivement. Donc pas de modification à apporter, non, ou d'arguments pour l'instant sur ce premier top 5 de ta part. Non. Donc on reste comme ça. Et donc, avant de commencer directement à parler des joueurs en eux-mêmes, peut-être en premier jet, tu peux nous donner ton classement que tu as préparé des 5 d'aujourd'hui. On verra à la fin où est-ce qu'on les mettra avec les 5 premiers. On fera le classement du coup un top 10. Mais sur les 5 d'aujourd'hui, comment est-ce que tu les as classés un peu les uns par rapport aux autres, sachant évidemment qu'il n'y a rien de définitif, et en parlant peut-être qu'on va être amené, toi et moi, à changer nos propres classements. Alors, le premier et le 5e, c'était très facile. Donc, premier Durant, 5e Aminou. Là, aucun doute là-dessus. Enfin, je pense que tu es d'accord. Oui. Ensuite, c'était plus compliqué pour les 3 autres. Donc là, pour l'instant, mais je me laisse la possibilité de changer d'avis en écoutant tes arguments aussi, et puis dans la discussion, mais je mettais dans l'ordre Embiid en 2, Garnett en 3 et Jrue Holiday en 4. Ok. Je crois que j'ai fait l'inverse. Je crois que j'ai Kevin Durant en 1, j'avais Jrue Holiday en 2, Joel Embiid en 3, Kevin Garnett en 4, dans cet ordre-là, et Aminou en 5, évidemment. Mais voilà, d'ailleurs, ça va être tout l'exercice d'aujourd'hui, et c'est tout le principe de ce top 100, c'est comment est-ce qu'on pondère la valeur de chaque saison, et comment on fait finalement, comment est-ce qu'on pondère finalement, et où est-ce qu'on met le curseur entre longévité et qualité de saison. C'est un peu ça tout le dilemme, hein, notamment avec des Embiid contre Jrue Holiday, par exemple. Ouais. C'est un peu ça le truc. Donc, enchaînons indirectement, on a un peu nos premiers classements comme ça avant la discussion, donc enchaînons et discutons justement. Et donc, commençons par Kevin Garnett, peut-être, quelqu'un que tu as bien connu, alors pas sur la décennie, même s'il est revenu à la fin, mais fan de Minnesota, tu aimes beaucoup la première période de Kevin Garnett qui est hors décennie. Donc Kevin Garnett, sur la décennie, on a 6 saisons, même si en vrai, des vraies saisons, on a peut-être 4 ou 4,5, on va en parler. Sur la décennie, on est à 11 points de moyenne et 26 minutes par match en moyenne sur la saison, à cause des dernières années, hein, notamment du côté de Minnesota, il avait beaucoup moins de temps de jeu. On est sur 8700 minutes sur la décennie pour Kevin Garnett, et 338 matchs, notamment, là je parle de saison régulière. All-Star 2011 et 2013, aucune équipe All-NBA, mais par contre, il était dans des All-Defensive Team, première All-Defensive Team en 2011 et deuxième en 2012, donc quand même plutôt très costaud, il faut se souvenir de ce début de décennie. Au niveau des surnoms aussi, toujours j'aime bien citer les surnoms un peu loufoques de Basketball Référence, mais c'est vrai que là c'est pas très loufoque, on les connaît par cœur, hein, c'est The Big Ticket et The Kid, finalement tu les connais parfaitement, Rafa, ces surnoms-là. Big Ticket, c'est par rapport à son premier contrat à Minnesota, hein, c'est ça ? Eh ben, je sais même plus. Je sais même plus pourquoi il est surnommé comme ça. Ouais, j'imagine. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est à l'époque où les contrats rookies n'étaient pas
était pas structuré autant qu'aujourd'hui où il y a une grille de salaire automatique. Et je crois qu'il avait négocié le pactole dès le contrat rookie. Mais bref, rapidement son parcours, tu m'interromps si tu veux intervenir, je fais rapidement ça. 2011, début de décennie, il a 34 ans déjà. Donc effectivement, on va voir que la longévité, ça va pas être ça. Mais 2011, mine de rien, évidemment à Boston, hein, il est All-Star. C'était la fameuse année notamment de Boston avec Shaquille O'Neal, avec Nate Robinson, avec un effectif de plein de stars. Alors pas que des stars sportives, mais il y avait beaucoup de monde dans ce gros effectif de 2011. Ils font demi-finale de conférence contre Miami, éliminé contre le Miami de LeBron James, Dwight Wade, etc. Notamment avec une blessure de Rondo en milieu de série. 2012, finale de conférence, qui perdent encore une fois contre Miami, malgré le fait d'avoir mené 3-2 dans la série, et donc potentiellement être à un match des finales, mais c'est là qu'il y a eu le fameux match 6 de LeBron James. 2013, éliminé au premier tour contre les Knicks, avec malgré tout, il faut le préciser, Rondo qui était blessé depuis le mois de janvier, donc c'était plus vraiment la même équipe. Et puis 2013, l'échange du côté de Brooklyn, et là on voit que son temps de jeu chute déjà par rapport à ses premières années à Boston où il était à plus de 30 minutes par match sur les 3 premières années, 2011, 2012, 2013, et à Brooklyn en 2014 on tombe à 20 minutes par match à peine, donc c'est le Brooklyn avec Paul Pierce évidemment, Deron Williams, Joe Johnson et Brook Lopez, et pareil, élimination demi-finale de conférence contre le Heat de LeBron James, Dwayne Wade, etc. Donc il y a quand même un certain thème hein, dans la décennie de Garnett pour l'instant. Et puis mi-saison 2015, un retour chez toi, un retour chez lui aussi, hein, du côté de Minnesota, où il fera quelques matchs cette saison-là, et puis une dernière saison 2016 du côté de Minnesota, notamment en mentor de Karl Anthony Towns, 38 matchs et 14 minutes par match en moyenne. Donc très très peu, et on était sur un Kevin Garnett, mine de rien, de combien du coup, 38, 39 ans, assez vieux. Donc voilà grosso modo pour son parcours. Peut-être pour te lancer sur le profil, alors pas profil théorique, mais le profil d'un point de vue de ses performances notamment. C'est vrai que le point principal, et là où la valeur qu'il va avoir dans ce classement, c'est surtout sur le début de décennie, les 3 premières années à Boston, où il est peut-être un peu sous-estimé, ou alors on a peut-être un peu oublié à quel point il était encore dominant, notamment en défense. Ouais, et en fait, en préparant un peu le podcast, je suis tombé sur une stat qui m'a quand même vraiment surpris, et pourtant Dieu sait, j'aime Kevin Garnett qui a toujours été mon joueur préféré, mais si on prend la stat qui est une des plus fiables, même s'il faut faire gaffe avec ça, mais de RAPM, donc le plus-minus ajusté en défense, le defensive RAPM, sur les années 2011-2016, donc sur les 5 ans, le numéro 1 en defensive RAPM de toute la ligue, c'est Kevin Garnett. Donc en incluant les années où il est moins bon ensuite même. Ouais. Et donc sans inclure l'année 2010-2011. D'accord. Donc il est devant Larry Sanders et Draymond Green. Et en plus de très loin, hein, et Rudy Gobert est 4e. Larry Sanders qui ne fait pas partie de ma playlist du top 100 pour l'instant. Donc c'est dire à quel point défensivement il était encore monstrueux, et moi j'ai un souvenir très précis de la saison qui passe, la dernière saison à Minnesota, où il était effectivement vieillissant, en grosse difficulté offensivement, mais où défensivement, ça reste sur la décennie, si je prends la décennie pour les Wolves, ça reste le meilleur joueur en défense que j'ai vu avec Robert Covington, je pense. Et pourtant, il avait quasiment 40 ans, mais il faisait une différence encore qui était incroyable. Donc, je pense que de ce point de vue, il est effectivement un peu sous-estimé pour encore l'impact qu'il pouvait avoir dans ces années-là. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé, il passe pas très loin du titre, les Celtics, grâce à lui, notamment en 2012. Alors 2011, ils sont un peu plus loin. Et le deuxième chose dont je voulais parler pour commencer, c'est ces playoffs en 2012 qui sont vraiment exceptionnels. Il fait, j'ai les stats, là, premier tour contre Atlanta, il tourne à 18,7 points, 10,5 rebonds. Deuxième tour contre Philadelphie où il gagne 4-3, 19,7 points, 11 rebonds. Et contre le Heat de Bosh, Wade et James, 19,1 points, 9,4 rebonds. Alors bon, c'est les stats brutes, hein, mais sur 36-37 minutes de jeu, en tournant à 50% de réussite. Donc c'était vraiment un niveau exceptionnel pour quelqu'un qui avait déjà 35 ans. Donc sur au moins les 2 premières saisons de la décennie, c'est un joueur qui est de niveau All-Star.
voire All-NBA, en tout cas sur ses prestations en playoff. Bon, alors la difficulté, évidemment, si on juge sur la décennie en entier, c'est qu'ensuite, ça reste très correct, mais ça devient un role player, quoi. Donc c'est un peu ça qui est difficile à juger. Mais je dirais que défensivement, ça reste tout au long de sa carrière un talent dans le top 20, top 30 de toute la ligue, quoi. Alors, ça va pas compter parce que c'est en termes d'impact sportif, il n'était pas non plus Defensive Player of the Year cette année-là, mais 2016, donc du côté de Minnesota, on retient aussi beaucoup un peu dans cette décennie. C'était l'année où il était un peu un mentor de Towns, et tu nous confirmes que c'était l'année où on était très enthousiasmé par la défense de Towns notamment, et qui a un peu chuté depuis, quoi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour confirmer ça, hein, pour juste dire, c'est pas l'effet, moi, de mon amour pour Garnett ou quoi que ce soit. Quand on regarde le on-off de son année à Minnesota, la défense des Wolves est meilleure de 13,5 points par 100 possessions quand il est sur le terrain. Ce qui est tout simplement le maximum cette année-là. Personne ne faisait mieux dans toute la ligue. Donc c'était incroyable. Un art de se placer, et puis aussi, alors ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer évidemment, mais un leader vocal, tout le monde le disait, et Towns l'a toujours dit, que il avait plus jamais connu ça après, quelqu'un qui le conseille autant, qui lui dise systématiquement, mets-toi là, bouge, fais. Même pas Jimmy Butler non plus? Non. Je crois il l'a dit pour Beverley cette année, mais c'est tout. Et quand on regarde, de toute façon, c'est pas seulement cette année-là, hein, quand on regarde le on-off de Garnett, en défense, c'est toujours dans le 90e, voire 95e percentile. Ouais. Et là où il a vraiment chuté après la saison 2012, c'est offensivement. Où là, effectivement, il y arrivait plus. Donc, mais défensivement, je pense qu'il a jamais vraiment complètement chuté, en fait. Et alors, c'est très intéressant que tu aies dit tout ça sur l'attaque. Effectivement, c'était aussi un de mes points. On parlera plus tard de la défense. J'ai quelques chiffres aussi à donner. Mais au niveau de l'attaque, j'avais noté aussi, et en plus, moi j'étais fan de Boston en début de décennie, donc j'avais suivi de ça de très très près, hein, avant de devenir un peu un mercenaire sans club. Mais oui, j'étais fan de Boston, donc j'avais suivi ça de très près, et effectivement, ce souvenir que j'avais, et notamment, comme tu as dit, sur les playoffs 2012, mais ça se voyait un peu partout, c'était que, certes, c'était pas quelqu'un qui avait un gros usage en termes d'attaque. Il avait, voilà, tu vois, sur les années à Boston, on était sur du 20%, 23%. Voilà, on est très loin du niveau des stars qui sont à 30% et plus. C'est vraiment assez modeste, hein, presque. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc qui, du coup, en termes d'impact et de valeur sportive, pour moi, est valuable, qui est qu'il avait un petit usage pendant tout le match. Et puis, en fait, sur les fins de match, notamment les fins de match serrés ou dans les gros matchs ou dans les playoffs, il pouvait totalement monter son usage et prendre ses responsabilités et être un peu presque un go-to guy caché et occasionnel, quoi. Et sur les playoffs 2012 en particulier, c'était totalement évident. C'était, je crois qu'en plus Pierce a un peu des soucis de blessure ou je sais pas quoi, mais c'était, on envoie Garnett au poste bas, quoi. Mais vraiment, presque en chaque possession, les fins de match, c'était ça, quoi. On envoie Garnett au poste bas, il nous fait son turnaround jumper et ça rentre. Donc il y avait un peu ce côté go-to guy, peut-être caché, un peu occasionnel, mais qui du coup a eu pas mal de valeur, hein, parce qu'en plus il y a eu ce run de playoff, alors qui n'était pas forcément attendu, et ça aurait été une surprise, hein, si Boston avait battu Miami, mais quand même, quoi. Il y a ce run-là. Il y a sur les 2 premières années, comme tu dis, même en saison régulière, moi je trouve qu'il y avait ce côté un peu go-to guy occasionnel. Et puis donc un peu, pour dire, sur la défense aussi, j'avais d'autres stats. Alors c'est vrai qu'en fait on a perdu sur cette décennie, on n'avait plus le Kevin Garnett mobile. Ça on peut le dire, on avait perdu la mobilité d'ultra élite qu'il avait peut-être sur les années 2000. Mais par contre on était sur un rim protecteur d'élite, en fait, et pas que rim protecteur, hein, peut-être paint protecteur et capitaine de défense, quarterback, etc. Et du coup, c'est vrai que, voilà, au niveau des stats, ça se voit et c'est extrêmement impressionnant. Déjà, Boston, au defensive rating, ils sont 2e en 2011 et 1er en 2012, notamment, et même encore 7e en 2013. C'est quand même assez notable. En termes de protection du panier, donc le pourcentage de panier autorisé, l'efficacité autorisée au panier, on est sur une défense qui était 2e en 2011 de toute la ligue, 2e sur 30, et 3e en 2012. En termes de défense sur demi-terrain, pareil, 2e, 1er et 3e entre 2011, 12 et 13. Donc
extrêmement élite, hein, dans le top 3 sur les 3 années, notamment du fait de Garnett, et plus précisément encore, si on regarde un peu, notamment sur des line-up, tu sais, il y a des stats de line-up, j'ai noté que sur des line-up avec minimum 500 possessions jouées ensemble, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui est un gros nombre, il y a à peu près 40 line-up qui répondent à ces critères de minimum 500 possessions jouées ensemble. En 2011, il y en a 3 avec Garnett, il y a le deuxième meilleur de toute la ligue, il y a le troisième meilleur et il y a le septième meilleur. Donc 3 line-up dans le top 7 avec Garnett, sachant qu'à chaque fois, il y a un coéquipier différent. Le deuxième, c'est avec Kristich, Nenad Kristich. Le troisième meilleur de NBA, c'est avec Big Baby à côté, Glenn Davis. Et le septième meilleur line-up défensif de NBA en 2011, c'est avec Shaquille O'Neal. Et exactement pareil pour 2012, il a le troisième, en tout cas, il fait partie du troisième meilleur line-up défensif de NBA à côté de Jermaine O'Neal et du quatrième à côté de Brandon Bass. Donc bref, il y a plein de chiffres comme ça qu'on pourrait citer. Et voilà, la difficulté, ça va être, comme tu dis, de jauger ça par rapport au reste de la décennie, où finalement, on va dire qu'il a deux saisons d'ultra-élite, une saison d'élite, et ensuite, ça devient un peu plus marginal. Mais en tout cas, je pense qu'il faut insister à quel point son début de décennie était dominant, et notamment en défense, quoi. Oui, carrément. Et bon, oui, voilà, je pense qu'il a payé aussi un peu dans l'image qui en est restée, le fait que les Celtics n'ont gagné qu'un titre et que du coup sur cette décennie ils n'en ont pas gagné, ils n'ont pas réussi à faire le repeat, en partie à cause du 8, et ça a été associé un peu à un déclin qui aurait été le sien, mais en fait non, il n'est pas tant décliné que ça du point de vue global et surtout du point de vue défensif. Même à Brooklyn, hein, il me semble que l'impact qu'il a eu était vraiment intéressant. Alors, du point de vue défensif, il a de plus en plus joué pivot aussi dans cette décennie-là. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, souvent Kendrick Perkins sortait, enfin au début, avant qu'il ait été échangé, sortait en fin de match et c'était Garnett qui passait pivot. Et ça s'est confirmé ensuite à Brooklyn. Je saurais plus dire avec qui il jouait poste d'ailier fort, mais À Brooklyn, il y avait alors, il y avait Brook Lopez, mais sinon, c'était un espèce de small ball très lent, contrairement au small ball de l'époque, qui était surtout pour jouer rapide. C'était avec notamment Paul Pierce en 4, parfois, voilà, ouais. Ou des joueurs comme ça, quoi. Ouais. Donc, je pense aussi qu'il avait, même si, comme tu dis, il avait un peu perdu en mobilité, mais il avait quand même ce profil qui faisait que dans ce début de révolution qui commençait à apparaître, on joue de plus en plus petit, même si c'était vraiment qu'au début, son profil restait encore mobilisable dans cette nouvelle NBA qui commençait là. Donc c'était aussi ça qui faisait que défensivement il restait aussi impactant. Oui, c'était plus un niveau de mobilité, on va dire Draymond Green-esque, peut-être comme en début de carrière, mais on était sur je sais pas moi, un Kevin Looney peut-être, ou ce genre d'intérieur quand même assez mobile pour aller loin du périmètre, ou Mason Plumlee en termes de mobilité, un bon niveau de jeu. Excusez-moi pour cette référence. Mais voilà, intérieur moins mobile et moins switch-all, ou moins incroyable, extraordinaire que dans les années 2000, mais quand même assez mobile pour faire des edges ou pour faire ce genre de couverture. Et du coup, alors tu nous as dit que tu l'avais mis troisième de ton classement du top 5. Si on l'inclut du coup dans le top 10, ouais, j'allais dire, dans le classement de la semaine dernière, donc notre classement, tu le situerais à peu près à quel niveau? C'est là où j'en sais rien. C'est là où ça se gâte. Ouais. Alors je peux te donner le mien si tu veux le temps que tu réfléchisses, ou alors tu l'as ou pas? Bah, en fait, j'hésite parce que si on prend la logique, Kevin Love, qui est 4e du classement pour l'instant, il a été 2 fois All-NBA, Garnett l'a jamais été sur cette décennie-là. Et en même temps, je trouve, du point de vue de l'impact global, je sens que Garnett a eu plus d'impact sur ses équipes que Kevin Love. Donc, j'aurais tendance à le mettre au-dessus. Donc au-dessus de Love et Barnes. Et en dessous de Jokic. Et plutôt en dessous de Jokic, ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est exactement là où je l'avais aussi. Encore une fois, le nombre de saisons de Kevin Love à un très haut niveau, je suis un peu réticent, mais peut-être aussi que je sous-estime peut-être les années role-player, entre guillemets, du côté de Cleveland, où c'était quand même du très bon spacing, et c'est vrai qu'au niveau total, peut-être que en termes de longévité, on pourrait argumenter qu'au final, ça gratte petit à petit de la valeur. Mais pour l'instant, je l'avais entre
entre Jokic et Kevin Love, effectivement. C'est-à-dire, je trouve que c'est compliqué de ne pas récompenser une année de playoff aussi exceptionnelle quand même que celle de 2012. Quoi. Rien que ça, c'est au-dessus de tout ce qu'a fait Love dans sa carrière. Ouais, et puis je pense que si on prend les 3 meilleures années de Kevin Love sur cette carrière, sur cette décennie, elles sont moins bonnes que il y a moins d'impact que les 3 meilleures de Garnett qui sont les 3 à Boston, peut-être. Ouais. Ok, on peut en rester là pour Kevin Garnett. Peut-être qu'il y aura des reclassements dans le futur, probablement. Avant de passer au joueur suivant, j'avais un petit quiz et comme je te disais en antenne, j'espère que tu seras bien meilleur que Nico qui a été catastrophique sur le premier épisode en nous citant Allen Iverson dans l'équipe rookie de Jokic. Alors, je t'ai préparé un qui est dans l'effectif. Oula. Donc, qui est dans l'effectif avec Kevin Garnett lors de sa dernière saison aux Timberwolves. Donc, j'ai fait exprès, c'est relativement facile pour toi. Donc, on parle de la saison 2015-2016, donc saison 2016. Garnett, sa dernière année, on a dit, hein, il fait 14 minutes par match en moyenne. Je crois qu'il finit même pas trop l'année en plus, où il y a des blessures, etc. Bref, combien de joueurs tu peux me citer de cette équipe qui est dans l'effectif Timberwolves 2016? Alors, il y a Towns, il y a Wiggins, il y a Shabazz Muhammad. Exactement. Il y a Gorgui Dieng. Tyus Jones. Exactement. Chase Budinger. Non, Budinger n'est pas là. Est-ce que Kevin Martin est encore là? Kevin Martin est là, exactement. Et André Miller. André Miller est là, tout à fait. Tayshaun Prince. Tayshaun Prince est là. Alors, tu es en train d'écraser les performances de Nico sur l'ensemble de l'émission de passée. Pekovic. Pekovic est là, tout à fait, encore là. Il devait plus être dans un très bon état d'ailleurs. Non, ça c'était vraiment la fin. C'est un peu la fin. Ouais. Là, ça devient dur. Je peux donner des indices si tu veux. Est-ce que tu as cité le meneur quand même? Un de tes joueurs préférés? Il y avait Rubio, oui, forcément. Rubio, évidemment. Rubio. Alors, il y a quelqu'un qui a une carrière de 6 secondes. Non, c'est un jeu de mots sur son nom, mais qui est parti ensuite dans un échange à Chicago. Il y a Zach Lavine qui est là. Zach Lavine, forcément, évidemment, oui, je suis bête. Petit jeu de mots sur Vine, je suis même pas sûr que les jeunes connaissent Vine aujourd'hui. Qui est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a malheureusement quelqu'un qui est décédé récemment, là. Ah oui, il y a Adrian Payne. Adrian Payne, totalement. Alors oui, c'est désolant de dire ça, vu le drame, mais qui est vraiment le pire joueur que j'ai vu de ma vie, sous couleur des Wolves. Oui. On en a un autre qui est trouvable pour toi, je pense, que d'ailleurs qui vient d'être champion, qui est un Européen, que moi j'adorais cette saison-là. Je me souviens d'ailleurs d'une fin de match à Portland où il est en point forward. Bjelica? Exactement. Ah, il était déjà là. Tu vois, je croyais qu'il était arrivé l'année d'après. Okay. Non, il était là. Et puis, je te fais grâce des 2 derniers que sont Greg Smith. Ah oui, qui n'a pas joué beaucoup, oui. Pivot petit, mais avec des mains énormes et des bras énormes. Très athlétique. Et puis, Rudez était là aussi. Oui, Damien Rudez. Oui, l'ailier fort croate, assez limité, on va dire. Oui, c'est l'année de la mort de Flip Saunders, c'est juste avant que Thibodeau arrive. Tout à fait, avec Sam Mitchell comme coach. Et puis, tu vois, finalement, il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif, mais pas beaucoup de noms un peu random. Hein. Beaucoup de noms bien connus. Ouais. Mais tous, un effectif très jeune, quoi. Soit très jeune, soit très vieux, avec les Miller, entre les vétérans qu'on connaissait et les jeunes qui ensuite ont donné quelque chose. Mais c'était pas bête d'ailleurs, comme idée, de prendre des vétérans vraiment respectés pour encadrer ces jeunes-là. Ouais. On rappelle que c'est incroyable cette histoire. Les Wolves de 2016 sont une des 2 ou 3 équipes, 3 je crois, 2 équipes à avoir battu les Warriors chez eux cette année-là. Oui. Il n'y a eu que 2 équipes. Hein. Et je me rappelle très bien de ce match. Oui. Ouais. Et c'était le match de Shabazz Muhammad, encore en carrière. Exactement. Ouais. C'est incroyable. Je crois qu'il y avait Boston qui était venu les taper 2 semaines avant. On était en toute fin de saison. Hein, et ensuite, les Timberwolves, c'était incroyable cette équipe qui venait battre donc le Golden State à 73 victoires en saison régulière. Mais une grande tradition des Wolves de battre les Warriors. Curieusement, je sais pas pourquoi, mais ouais. Mais d'ailleurs, c'était le match avec la fameuse séquence de Karl Anthony Towns en isolation sur Stephen Curry. Je pense que tu t'en souviens. Oui. Du coup, on peut passer à un autre joueur
que toi, tu avais deuxième du coup de ton top 5. Moi, j'avais quatrième, ce qui montre bien un peu la difficulté de pondérer entre longévité et niveau de jeu. Et donc, on va parler de Joel Embiid, évidemment. Joel Embiid, que je retrouve mes notes, ça y est, oui. Donc, Joel Embiid, 6 saisons sur la décennie, mais évidemment, il n'y en a que 3,5 de bonnes, voire même 3,5 où il joue, hein, tout simplement, puisque on a eu 2 saisons blanches pour blessure et une autre, pas blanche, mais à moitié, quoi, presque, à 2 tiers pas joué. 24 points, mine de rien, sur la décennie, 24 points de moyenne sur toute la décennie, c'est quand même pas mal. 30 minutes par match, c'est pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'en termes de minutes jouées, on est sur 6500 minutes jouées sur la décennie. C'est le 342e total de la décennie, donc plutôt très loin. Et en termes de matchs, c'est pareil, 209 matchs joués en saison régulière, 452e plus gros total de la décennie. Donc c'est là aussi où moi j'aurais un peu des arguments pour le descendre sans doute, dans le classement, hein, pas le descendre, pas le critiquer. Et pour vous dire, oui, j'avais noté ça aussi en termes de repères, 6500 minutes sur la décennie, donc si on prend les saisons 2016 et 2017 de James Harden, on est à plus de 6000 minutes. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, on est sur 2 saisons de Harden, ça fait à peu près la décennie de Joel Embiid en termes de minutage, mais bref. Récompense individuelle, rookie de l'année 2017, est-ce qu'on lui donne ou pas? En théorie, il n'a pas eu, ça a été Brogdon, mais bref. Mais quand même, donc sur les années où il a joué, 2 sélections en All-NBA, deuxième team, donc quand même pas mal, hein, 18 et 19, 2018-2019. Et puis aussi 2 sélections All-Defense, deuxième équipe, là encore, 2018 et 2019. Alors, je ne l'ai pas fait avec Garnett parce qu'il était trop vieux, mais j'aime bien citer aussi les NBADraft.net. Tu sais, ils ont toujours un peu des comparaisons un peu loufoques, donc c'est toujours amusant. Ouais. Mais là, pour le coup, je vais les défendre. Eux, ils avaient noté un mélange, en termes de comparaison, un mélange entre Tim Duncan et Hakeem Olajuwon. Bon, c'est quand même très costaud, mais pour le coup, le côté défenseur générationnel avec Tim Duncan, bon, je vois à peu près où ils veulent en venir, et le côté poste bas de Hakeem Olajuwon, je vois aussi, mais bref, je vois de très loin. Au niveau des surnoms, rien de fabuleux aussi. Les surnoms basketball référence. Jojo, on a Troel aussi, pour son activité Twitter, Troel. On a vu encore avec le trade de Ben Simmons. Et The Process, c'est ça qui va rester aussi comme surnom, The Process. Mais bref, le parcours, encore une fois, tu m'interromps quand tu veux placer quelque chose. Draft 2014, hein. Du coup, on rappelle Joel Embiid, 3e pick de la draft, mais il aurait dû être le premier pick, sauf qu'il se blesse pendant un workout du côté de Cleveland, justement, qui avait le premier pick, et qui finira par prendre Wiggins pour ensuite l'envoyer chez toi à Minnesota. Et donc voilà, 3e pick 2014, donc 2 saisons blanches, une première blessure avant l'année rookie et une deuxième pendant je crois que c'est le training camp, ou en tout cas dans l'intersaison avant sa deuxième année. Il commence enfin sur la saison 2017, du coup 2016-2017, et on voit déjà qu'en fait, il est à peine sur 25 minutes par match, mais c'est une star en fait sur son temps de jeu, avec un temps de jeu très limité évidemment de la part de la franchise, mais tu vois, sur les 25 minutes par match, il est déjà à 20 points par match de moyenne. Bon, c'est pas tous les points par match, mais je me souviens que sur le temps de jeu limité, on voyait déjà quelqu'un de très très fort finalement, avec en plus une efficacité déjà très au-dessus de la moyenne. Mais il fait que 30 matchs cette saison-là, et donc c'est pour ça aussi qu'il gagne pas le trophée de rookie de l'année, bien sûr. 2018, c'est sa première vraie saison, du coup, et première année où Philadelphie est très bon. Lui est à 30 minutes par match et 23 points de moyenne, et ils font demi-finale de conférence contre Boston, avec toujours un peu ce regret pour moi, l'équipe était plus talentueuse, mais il y avait beaucoup trop de difficultés de spacing et de porteur de balle, et donc Boston, qui était sans Kyrie Irving et sans Gordon Hayward, a fini par passer, la fameuse année où Boston était avec Jason Tatum, Jaylen Brown et Terry Rozier en leader, et Al Horford aussi évidemment. 2019, c'est l'année où il y a le trade pour Jimmy Butler, et du coup la très fameuse équipe avec Ben Simmons, Embiid, Jimmy Butler et Tobias Harris, et ça s'arrête sur un tir, le tir de Kawhi Leonard qui rebondit 14 fois sur l'arceau avant de retomber. Mais bon, voilà, on était sur une grosse équipe qui était candidat au titre et qui se fait éliminer sur un tir au buzzer sur un match 7. Et 2020, c'est l'année un peu du Covid, et ses premiers tours contre Boston, élimination au premier tour, avec notamment Ben Simmons blessé, il me semble. Donc sweep assez rapide. Et sur son profil et ses performances, ce qu'on peut dire aussi à Rafa, c'est qu'il va falloir faire attention peut-être à pas avoir un biais de mémoire récente peut-être sur son cas, parce que il y a eu un vrai step-up entre 2021 et 2022 et les années de la décennie qui nous concernent, qui vont jusqu'à 2020. Donc il faut faire un peu attention à ça, parce que c'est pas complètement le même joueur, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, j'allais dire, alors c'est presque un peu sévère, mais que je trouve que sur ces 4 premières saisons que tu as résumées là, finalement,
il progresse, hein, mais il progresse pas non plus de manière ultra spectaculaire, et que le saut a eu lieu en 2020 sur ces 2 dernières saisons, et ça se voit pas forcément dans les récompenses individuelles, puisqu'il est de All-NBA Second Team en 2018 et 2019, il l'est à nouveau en 2021 et 2022, mais c'est juste que devant, sur les 2 dernières saisons, il y a Jokic qui est, Oui, c'est ça. qui est juste, bon voilà, le MVP, donc. Oui, sur le papier, effectivement, il est All-NBA Second Team les 4 fois, mais c'est pas le même niveau entre les. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est les circonstances, quoi, finalement. Et juste, tu dis aussi, il a pas beaucoup progressé. Je suis d'accord, mais parce qu'en fait, aussi, il est arrivé d'entrée de jeu avec un niveau très fort, Oui. quoi, finalement. Mais tu voulais dire que le step-up pour devenir top 5 ou top 10 NBA, il s'est fait ensuite, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me rappelle très bien avoir écrit un article pour Basket Info au milieu de sa saison rookie, avant qu'il se blesse, en fait. Ouais. Où je me demandais si c'était la saison rookie la plus impressionnante qu'on ait vue de la décennie. Et je crois que j'avais répondu plus ou moins oui, à égalité peut-être avec, je sais plus qui d'ailleurs. Mais il était incroyable dès le début. C'était vraiment très très impressionnant, et il avait un niveau vraiment incroyable. Alors, ce qui est intéressant par rapport au classement, par rapport à ce qu'on a dit de Garnett, c'est que c'est un peu comparable en termes de temps de jeu. Enfin, pas tout à fait, mais un peu, au sens où ils n'ont pas joué tous les deux sur toute la décennie, ou c'est un peu l'inverse, quoi. Garnett au début, Embiid à la fin. Bon, je pense que le step-up qu'il y a eu sur les 2 dernières saisons, il est offensif, surtout. Ouais. Il est devenu beaucoup plus efficace en attaque, et aussi il perd moins de ballons. En défense, ça a toujours été élite. Alors, si je reprends la stat de RAPM défensif sur la période 2015-2020, il est 7e de toute la ligue, ce qui est bon, pas mal du tout. Derrière c'est Gobert et Covington en tête. Draymond Green est 4e. Justice Winslow 3e. Bon, ça, voilà. Alors, ce qui pour moi est un peu, fait que je le classais, que j'ai vraiment hésité par rapport à Garnett, et c'est peut-être aussi toi pour ça que t'as hésité par rapport à Holiday, je sais pas, mais c'est des performances en play-off un peu inégales, au sens où il passe quand même vraiment à côté de la série contre Toronto. Alors, je crois qu'il est un peu blessé, je me rappelle plus très bien, mais ouais, il est. C'est clairement la série où Jimmy Butler prend les choses en main lui-même en tant que porteur de balle, quoi. C'est pas la série où on va servir Joel Embiid tout le temps, effectivement. Mais bon, voilà, il est à 37% d'adresse, ce qui est quand même vraiment faible. 17 points, 8 rebonds. Bon, il y a eu aussi des séries où il a été vraiment monstrueux, hein. Notamment celle contre Boston au premier tour en 2020 dans la bulle, mais où il était vraiment tout seul. Ouais. Bon. Attends, petite question du coup pour toi, par exemple. On est d'accord, on élimine un peu, enfin on élimine pas forcément, mais il y a 30 matchs en 2017, donc on le met un peu de côté. Comment est-ce que du coup tu évaluerais ces 3 saisons 2018, 2019 et 2020 en termes de qualité de saison individuelle? Je sais pas moi, si Jokic 2022 par exemple c'est du 20 sur 20, comment tu évalues les saisons 2018, 19 et 20 de Embiid sur cette échelle-là? On est sur du, je sais pas moi, sur du 14 ou quand même sur du 17, 18? Comment tu vois un peu ça? Peut-être, non, pas du 14, je dirais du 16, quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est quand même du très haut niveau. Alors, c'est pas encore le go-to guy offensif ultime, pour des questions de turnover, de 3 points qui est quand même pas élite, et il en prend trop. Mais défensivement, c'est un des 2 ou 3 meilleurs pivots défensifs de la ligue pendant toute la période. Bon. Donc ouais, quand même, c'est de très très haut niveau. On avait fait un pilote pour ce top 100 il y a quoi, il y a 1 an et demi je crois, enfin il y a pas mal de temps, et tu étais là, on avait parlé de ces joueurs-là justement, et je me souviens d'une phrase que tu avais dit, tu disais en fait Embiid c'est surtout c'est même d'abord un défenseur générationnel avant d'être un attaquant générationnel, quoi, finalement, sur cette décennie. Et c'est vrai que je te rejoins complètement du coup ce que tu avais dit il y a 1 an et demi, mais si on prend un peu sa décennie, il y a même presque en fait un step-up offensif sur la décennie suivante, 2021-2022, et presque un step-down très léger en défense. Mais voilà, si on regarde, alors ça veut pas tout dire, mais notamment on est sur déjà un rim protecteur d'élite, et alors la stat du defensive rating individualisé, moi je suis pas trop fan, mais quand même
exception faite avec les pivots, où c'est peut-être la position où il y a le plus de corrélation entre le niveau de jeu et la stat en elle-même. Ça sera moins le cas avec des meneurs, hein, par exemple, mais le pivot a plus d'impact. Et donc, au niveau du defensive rating, notamment, sur ces 3 années, on est sur quand il est sur le terrain, la défense elle encaisse moins 7,4 points, moins 7,6 points et moins 9 points par 100 possessions par rapport à la moyenne. Et ce qui le place dans le 94e centile, 96e et 96e, et donc mieux que 96% des joueurs NBA. Donc on est vraiment sur un défenseur d'ultra élite sur ces 3 années. Et comme je dis, il y a aussi peut-être un step down sur la décennie suivante, mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est vrai que donc il y a ce côté défenseur d'élite sur ces 3 ans et le côté offensif qui est pas du tout au niveau actuel qu'on connaît, mais qui est très bon, mais avec aussi certaines limites. Alors peut-être des limites un peu de profil déjà, où c'est un pivot, donc c'est un peu difficile de le servir au poste bas. Et comme tu disais, je pense que ça a aussi ses performances inégales en playoff, elles viennent de ça. Hein. Tu parlais de ça. Le fait que moi, la série contre Boston est incroyablement moins talentueux, notamment offensivement, mais sauf qu'en fait, comme il n'y a pas de shooter dans cette équipe de Philadelphie, et comme il n'y a pas de meneur capable de faire des switches et de le servir au poste bas, du coup, Boston surcharge le terrain et il est incapable d'avoir un impact sur le poste bas ou quoi que ce soit. Donc il y a le côté profil un peu qui dans ces années-là faisait que pour moi, c'était pas un top 5 ou top 10 attaquant NBA. Et puis il y a le côté aussi efficacité, finalement. Si on prend la stat que j'aime bien, c'est le true shooting plus, donc l'efficacité au scoring individuel relativement à la moyenne, et sachant qu'on place la moyenne par définition à 100, il a fait des saisons à 103, 106 et 105. C'est bien, c'est vraiment bien, en plus sur un gros usage de 33%, c'est vraiment bien, mais encore une fois, attention à ne pas avoir un biais de mémoire récente, il y a eu un vrai step-up sur 2021 et 2022, où là, effectivement, il est passé à 111 et 109, donc une vraie différence, plus 11% par rapport à la moyenne et plus 9%, alors que sur la décennie qui nous intéresse, il est seulement à plus 3, plus 6 et plus 5. Et c'est beaucoup plus banal, entre guillemets, que 111 sur un tel volume qui se trouve beaucoup plus rarement dans la NBA et au niveau sur les 20 dernières années, hein, par exemple. Donc il y a ce côté beaucoup moins efficace, le playmaking pas forcément top, et comme tu dis aussi, le 3 points où sur cette décennie-là, on est avant son amélioration au shoot, et donc il est à 31% hein, sur ces 3 années, et clairement, il n'y avait pas de gravité, il n'y avait pas de respectabilité à 3 points. Donc c'est un peu ça qu'il va falloir essayer de juger, faire le mix entre sa défense d'ultra élite, son attaque qui était très très bonne, mais peut-être pas élite, et le problème de longévité aussi, finalement. Ouais, mais c'est pour ça que je l'avais mis au-dessus de Garnett, parce que du point de vue défensif, je dirais que il peut y avoir débat, mais ça se vaut. Peut-être Garnett est très légèrement au-dessus, mais je suis même pas sûr. Ouais, c'est similaire, on peut dire. Voilà, c'est à peu près. Mais offensivement, malgré tout, Embiid est au-dessus sur la durée, il me semble. C'est vrai. C'est vrai, tu vois, en parlant, je suis presque en train de me dire, oui, en fait, il faut que je mette... mais non, mais j'avais Joel Embiid devant Kevin Garnett, moi. Ah oui, c'est que... Oui, effectivement. C'est juste que je crois que j'avais mis Joel Embiid au-dessus des deux. Ouais. Mais oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, sur le classement, sauf si tu as d'autres choses à rajouter un peu sur Embiid ou pas, mais sinon, tu peux enchaîner avec ton classement. Où est-ce que tu le situerais, du coup, à peu près dans le classement actuel? Alors donc, si je suis logique avec moi-même, je le mets au-dessus de Garnett. Donc la question c'est, est-ce que je le mets au-dessus de Jokic, ce qui a l'air d'être l'éternelle histoire de la carrière d'Embiid. Je vais dire non. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Pour l'instant, on a le même classement. Ouais. Donc je vais le mettre en 4e position derrière Jokic et devant Garnett. Ouais, c'est ça. Donc on a Jokic 3. Du coup, on a Joel Embiid 4, Garnett 5, Kevin Love 6 et Harrison Barnes 7. Du coup, pour l'instant. Ok, j'avais exactement le même classement. Donc pour l'instant, on est raccord, pas de débat là-dessus. On verra si d'autres invités viendront m'insulter ou m'argumenter différemment. Je les renverrai vers toi aussi. Alors pour finir aussi, petit quiz encore une fois. Tu m'as beaucoup impressionné sur les Timberwolves. On va voir qu'est-ce que tu vaux. C'était de la triche. Peut-être, c'est vrai. Alors, quoique, c'est aussi une équipe iconique, tu vas voir. Alors, le jeu, c'est encore une fois un kické dans l'effectif. Donc, tu vas devoir me citer les joueurs qui sont dans l'équipe de la première équipe où, justement, Joel Embiid est en NBA. Donc, draft 2014. Donc, on parle de la saison 2014-2015. Combien de joueurs tu peux me citer de cette équipe du process complètement en rebuild de Philadelphie 2015?
Donc c'est l'équipe où il ne joue pas. L'équipe où il ne joue pas, exactement. Alors c'est avant la draft de Simmons, donc il y a Covington, Ouais. Jeremy Grant, Jeremy Grant, effectivement, il y est. Richaun Holmes. Richaun Holmes n'y est pas. Non, Je crois qu'il arrive juste après. Alors, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais Furkan Aldemir. Il est là, exactement. Ah bon. Carter Williams. Carter Williams, c'est encore là, ouais. C'est l'année où il se fera échanger d'ailleurs à Milwaukee, ouais. en février. On a un top pick de 2013 notamment. Un autre pivot. Hein. Ah bah oui, il y a Okafor, oui bien sûr. Pas encore Okafor. Ah bah non, Noël. Ernest Noël également. Oui, puisque Okafor va être drafté. Bah si, Okafor va être drafté juste à la fin de la saison, en 2015. C'est ça, tout à fait. Alors après, c'est un peu compliqué, donc je pense que je vais donner des indices. On a le mentor du coup de Joel Embiid. Alors non pas en termes de poste, mais en termes de nationalité. Ah, Bahamouté. Exactement. Joel Embiid a démarré dans un camp de Mba Moute au Cameroun. Alors, qui est-ce que j'ai avant les noms complètement underground que Justin Varnado, un truc comme ça. Non, alors on a un shooter qui s'appelle Thompson, mais pas Clay. Ah oui, Hollis Thompson, exactement, qui faisait partie des projets non draftés de Saminki. On a un pivot d'ailleurs, alors je sais pas si tu vas te souvenir, qui a un nom de jeu vidéo, de gestion, de simulation de vraie vie. Ah oui, Jericho Sims. Non, pas Jericho Sims, c'est celui qui vient. C'est Henry Sims. Henry Sims, effectivement. Et j'avais une petite tendresse pour Henry Sims que je trouvais pas si mauvais. D'ailleurs, encore parmi les projets de non draftés, on avait, alors je sais pas comment te le décrire, Jakar Sampson aussi qui faisait partie de ce groupe-là. On a un joueur qui sortait de Clemson, qui a eu un peu des trucs contractuels extrêmement explosifs. KJ McDaniels, je sais pas si tu te souviens. Oui, qui est passé par Houston et qui. Tout à fait, qui à un moment avait une petite cote, on avait aussi Isaiah Canaan, un tout petit meneur. Qui est passé par les Wolves, qui était atroce. Ah oui ? Ouais. D'accord. Oui, pas longtemps, hein, mais. Ça m'était sorti, tu vois. Qui est passé par Phoenix aussi. Enfin, très très mauvais en défense, affreux. Et puis on avait deux derniers, alors un meneur drafté premier tour par Memphis, en fin de premier tour, et qui était un peu en compétition avec Carter Williams. Explosif. Ah, Tony Roten. Tony Roten, effectivement. Ouais. Et le dernier, c'est quelqu'un qui d'ailleurs vient de battre le record d'équipe dans lequel il a joué. Un meneur. Ish Smith. C'est le meneur Ish Smith, effectivement. Ouais, voilà pour ce magnifique effectif. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a des bonnes pioches, mais c'est. Alors, en fait, c'est justement l'effectif qui fera un bilan tellement catastrophique que du coup, il y aura une ingérence de la part de la NBA qui dira non, mais vous pouvez pas faire ça, on va mettre notre mec à nous dans l'équipe, c'est pas possible, parce que vous avez été tellement nul en 2015 que c'est pas possible. Donc voilà, c'était ce fameux effectif. Ouais. Donc voilà. Du coup, avançons. On va peut-être faire un peu plus rapide sur le suivant. On va parler de Al-Farouq Aminu, peut-être, que tu nous disais au niveau du classement, pour spoiler, est dernier de la liste. Je pense que je dois être pas loin, mais avant de passer au classement quand même, parlons un peu du joueur. Donc Al-Farouq Aminu, 10 saisons sur la NBA, même si en vrai, il n'y en a que 9 de vraies saisons, peut-être avec une blessure sur la dernière année en 2020. On va y arriver. 7,6 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes par match sur la décennie également. Et là, par contre, tu vois, en termes de temps de jeu et de longévité, on est à 17 000 minutes sur la décennie. C'est quand même pas mal. C'est le 71e plus gros total. Et en termes de matchs joués, on est à 688. Et là, c'est le 20e plus gros total de la décennie. Quelqu'un d'extrêmement durable en termes de présence et de non-blessure, hein, du coup. 20e plus gros total de matchs joués sur la décennie. Au niveau des récompenses individuelles, j'en ai pas trouvé. Peut-être toi t'en as trouvé, tu me dis. Sinon, au niveau de NBADraft.net, les comparaisons. Alors pour eux, c'était un mix entre Marvin Williams et Thaddeus Young. Voilà, un peu le côté peut-être poste 4 spacing et le côté défenseur. Ils ont voulu faire un peu un mix des deux. Et du côté de Draft Express aussi, le meilleur scénario pour eux, c'était Josh Smith. Et le pire, c'était Thaddeus Young. Moi, je pense que j'inverserai les deux, peut-être. Oui. Je m'étais dit ça un peu. Non, c'est peut-être un peu sévère avec Josh Smith.
Et au niveau des surnoms, j'ai même pas noté, mais je crois que c'est le seul que j'avais vu, c'était Chief, son surnom. Ouais, Chief Amino. Ouais. On n'est pas sur un épisode avec des surnoms totalement loufoques comme la dernière fois. Il me semble que c'est parce que il descend d'une tribu au Nigeria tout et à fait, que Al-Farouk veut dire chef, justement. C'est ça, ouais. Je crois que c'est ça l'histoire, effectivement. Au niveau du parcours, il est pile dans la décennie, justement. Au-delà du fait qu'il n'a pas eu de blessure, mais il est pile dans la décennie, puisque draft 2010, quand même le 8e pick, rappelons-le, donc assez haut, en sortie de Wake Forest. Il a 20 ans au début de la décennie, drafté par les Clippers, la fameuse équipe du coup 2011, sa première année, où ils étaient capables d'aligner une équipe ultra jeune avec Eric Gordon, qui était en 3e année, je crois, Eric Bledsoe, qui était rookie, qui est-ce qu'on avait aussi Al-Farouq Aminu, DeAndre Jordan et Blake Griffin. Donc on avait un cœur d'équipe très très jeune, mais qui finalement n'a pas duré, évidemment, parce que il y a le trade très rapidement, dès la fin de sa première année, trade pour Chris Paul, et lui il fait le chemin inverse vers les Hornets de la Nouvelle-Orléans. À l'époque c'était encore les Hornets. 2012 du coup il fait 22 minutes par match du côté des Hornets. 2013 27 minutes, donc ça augmente un peu quand même, on est presque sur un temps de jeu de titulaire de ce côté-là. 2014 également, 3e année du côté des Pelicans, cette fois ils ont changé de nom, et 25 minutes par match. Le problème, c'est qu'il y a 0,3 points sur cette première partie de carrière. Il n'est pas prolongé par les désormais les Pelicans, et il fait 1 an du côté de Dallas en 2015. Moi, j'avais presque oublié ça, qu'il était passé par Dallas. Mais moi aussi, complètement. Mais vraiment, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Contrat minimum, en sortie de contrat rookie. Voilà, c'était vraiment 18 minutes par match dans une équipe qui était... Alors, je crois qu'ils ont fait les playoffs cette année-là. C'est l'année avec Rondo, d'ailleurs. Oui. Donc, éliminé au premier tour par Houston. Et ensuite, ça devient un très bon coup de l'été, puisque 2016, enfin, intersaison 2015, pour la saison 2016, il signe à Portland, et c'est fait partie avec Mo Harkless notamment, et Allen Crabbe, des très bons coups réalisés par la franchise, parce que Portland avait tourné la page, LaMarcus Aldridge, Wesley Matthews, Nicolas Batum, et donc on s'attendait à ce qu'il soit moins bon, mais avec des bons coups comme Aminu, et avec l'évolution de Lillard et McCollum, du coup ils ont une nouvelle équipe qui est déjà très compétente. Portland fait les playoffs. Lui, il a 29 minutes par match cette année-là. Il est titulaire. C'est un des éléments très importants de cette équipe, notamment défensivement. Et un des changements qu'on peut noter aussi, c'est finalement, il shoot à 36% à 3 points sur 4 tentatives. On en reparlera, mais au moins, il y a un début de shoot. En playoff, ils font 2e tour contre les Warriors et éliminés. 2017, encore une fois, 29 minutes par match, éliminé au premier tour par les Warriors, les très grands Warriors. 2018, élimination contre les Pelicans au premier tour, la série un peu surprise. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Jrue Holiday. Alors que Portland était 3e de conférence cette année-là, il faut le dire. Et puis 2019, c'est l'année où ils font finale de conférence Portland contre les Warriors, en battant notamment Denver au 2e tour. Une équipe des Blazers qu'on ne s'attendait pas du tout à retrouver en finale de conférence. Ils sont là un peu par concours de circonstances, mais bref. Et puis, il finit la décennie en signant un contrat du côté d'Orlando. Mais il fait à peine 18 matchs du côté d'Orlando pour blessure. Enfin, ça y est, ça arrive. Du côté du Magic. Et donc, voilà pour son parcours et pour sa décennie. Je sais pas comment toi, tu as abordé la chose, mais pour moi, il y a toute la première moitié de la décennie qui est un peu à jeter, où il y a une valeur, pas négative, mais une valeur nulle, en fait, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et finalement, ce qui reste, et si on enlève aussi l'année 2020, c'est 4 saisons du côté de Portland en tant que leader de cette équipe, mais pas forcément non plus un leader transcendant. Oui, en fait, en revoyant le nom d'Aminu, je me suis dit, quand même, dans le top 100, ça me paraît un peu fort de café, si j'ose dire. Tu t'es dit, il allait chercher loin, quoi. Ouais. Et en fait, j'avais sous-estimé, je crois, son impact en play-off. En regardant, il a c'est un role player, comme il y en a des dizaines, si on peut dire, en saison régulière. Mais c'est le joueur qui, pendant 3-4 ans, a été vraiment précieux en play-off. En fait, je trouve que ça justifie tout à fait qu'il soit là, parce que c'est quand même, il faut le dire, 2016 contre Golden State, donc quand ils perdent au 2e tour, c'est 35 minutes de jeu, Aminu, 17,2 points, 8,4 rebonds, 55% à 3 points. Alors bon, évidemment, ça n'a pas duré, mais l'année suivante, non, 2 ans après... Puis tu peux rajouter la défense aussi, qui n'est pas dans les stats, la défense. Ouais, exactement. Et l'année où 2 ans après, quand ils se font sweeper par les Pelicans, c'est 17,3 points, 9 rebonds, et 43% à 3 points. Et donc, quand même, c'est pas tout à fait rien, quoi. Il n'y a pas tant de role-players qui sont capables de faire ça sur plusieurs années. Au total, il a... En fait, ce qui est assez surprenant, c'est de voir qu'il a toujours
je sais pas si c'est qu'il a augmenté son niveau en playoff. Enfin, si, sans doute un peu à 3 points, en tout cas, où ça rentrait plus, mais c'était aussi dû à des questions tactiques que, systématiquement les équipes adverses le laissaient ouvert en essayant de trapper Lillard ou McCollum. Mais en tout cas, il arrivait à faire payer les équipes adverses suffisamment pour que ça soit efficace et qu'il reste sur le terrain. Et donc, c'est le genre de role player qui d'un coup devient plus utile en playoff presque qu'il n'était en saison régulière. Donc rien que pour ça, effectivement, ça justifie sans doute qu'il soit là. Par ailleurs, ça a toujours été un très solide défenseur et un défenseur parfait pour la période qui s'est ouverte vers 2013-2014 d'une NBA où on switch de plus en plus, etc., etc. Quoi. Et par ailleurs, c'était un attaquant assez catastrophique. Alors qu'il s'est, à part shooter à 3 points, il savait pas faire grand-chose, il me semble. Non, mais, tout à fait. Mais ouais, donc en fait, si on regarde que ses stats de saison régulière, bon, c'est pas très excitant, quoi. Mais en playoff, toujours il était utile et il jouait plus de 30 minutes par match. On peut pas dire ça de tout le monde. Alors là où je suis moins d'accord, c'est que je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il devenait valuable en playoff, parce que je trouve que justement dans mes souvenirs, c'était toujours ce truc de c'est très sympa en saison régulière, mais ça pose des problèmes en playoff, et notamment du côté du 3 points, même si paradoxalement ça se voit pas dans les stats, parce qu'effectivement il fait des très grosses stats en termes d'efficacité, mais aussi parce que ces 3 points-là étaient très très grands ouverts, quoi, finalement. Oui, mais oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, mais en même temps il les mettait. C'est vrai, c'est vrai. Disons que ça aurait été mieux si ça avait été un autre joueur, encore mieux, ou qui pouvait faire plus avec la balle, mais dans les limites de Portland, qui ont été qui sont les mêmes depuis 5, 6, 7 ans, finalement, est-ce qu'il y a eu mieux que lui à ce poste-là? Non. En tout cas, il est mieux que Mo Harkless, par exemple. Voilà, mieux que Mo Harkless, et ouais, alors on va voir ce que donne Jeremy Grant, mais je suis même pas sûr que Grant... Oula. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Je crois qu'on n'a pas le temps de parler de Jeremy Grant. Faire le débat. Non, mais en tout cas, je pense que pour le reformuler, alors dans les pires passages en playoff de Portland, il y avait ce truc où il était un peu abandonné. Alors, de facto, il les punissait, mais ok, il avait ces tirs-là et il les mettait, mais ça permettait aussi de coincer ce qui se passait autour, à côté. Bien sûr. Donc c'est peut-être ma seule nuance, et l'autre nuance aussi pour laquelle je disais, c'est pas qu'il devient bon en playoff, c'est que justement, je trouve il avait aussi déjà plein de valeur en saison régulière, et même, tu vois, presque quand tu parlais de role player, presque j'étais en train de me dire, c'est un peu sévère, quoi. C'est un mec qui joue 30 minutes par match. Alors je comprends ce que tu veux dire, hein, dans le profil, c'est pas un créateur, et moi-même j'ai appelé Kevin Love un role player pour cette question de profil, mais un mec qui a 30 minutes par match et qui est un peu, pas le rock défensif, hein, on n'est pas sur ça, mais quelqu'un de très solide sur un tel temps de jeu, pour moi, c'est presque plus qu'un role player. Mais après, c'est vrai que pour faire un peu des nuances, il y a le côté 3 points qui est bien, mais qui est pas génialissime, hein. Finalement, il était à 35% à 3 points sur ses 4 années à Portland, et pas beaucoup de gravité de shooter, justement. Et même pour la défense, tu vois, finalement, je trouve que c'était quelqu'un de pas transcendant en défense, qui faisait du bien, mais qui était pas un ailier. Tu vois, par exemple, tu compares le pic en carrière de Robert Covington à celui d'Aminou. Covington a bien plus d'impact, je trouve, que quelqu'un comme Aminou, quoi. Aminou, c'était plus un wing stopper de bonne qualité, avec des grands bras, etc. Donc ce côté défense on-ball, et on va dire le minimum de rebond, minimum d'aide et minimum de ring protection par rapport à son profil. Mais tu vois, ça n'a jamais été quelqu'un un playmaker défensif de haut niveau. Avec les atouts qu'il avait, il aurait pu faire 10 fois mieux. Tu vois, il a les mêmes atouts physiques que Draymond Green, par exemple. Et pourtant, on est quelqu'un qui, dans l'impact sans ballon et dans tout ça, était quand même beaucoup moins impactant que d'autres joueurs, comme des Covington, des Draymond Green et tout ça. Donc c'est pour ça que je nuance peut-être un peu sa défense, en tout cas par rapport à d'autres profils plus valuables, et même en termes de... C'est vrai que j'étais un peu sur cette idée que il était venu apporter un gros plus défensif à cette équipe, et que c'était un peu comme ça qu'on avait trouvé un équilibre. Tu vois, en re-regardant les chiffres, finalement ça se voit pas trop, quoi. C'est-à-dire que Portland en 2016, ils font les playoffs, donc quand lui il arrive et que il est à 30 minutes par match, ok, il est en défense, mais Portland est 20e au defensive rating. 2017, ils sont 25e même au defensive rating. Donc
à quel point mes souvenirs étaient un peu embellis par rapport à Aminu et à Harkless qui apportaient la défense, certes, mais ça faisait pas tout, quoi. 25e défense de NBA et 20e. Bon, on est quand même très bas, hein, 25e sur 30. Et en fait, la vraie différence, tu vois, en 2018 et en 2019, où Portland est 7e et 15e, en fait, c'est l'apport de Nurkic. C'est ça qui change tout. Et on répète souvent qu'un pivot a plus de valeur, a plus d'impact, en tout cas, potentiellement plus d'impact que des ailiers ou des meneurs. Bah, ça en revient aussi. Bel exemple ici avec Nurkic, qui lui était dans ses meilleures années du côté de Portland, en défense notamment. Ben voilà, quand Nurkic est bon, ça change la défense et ils sont top 10. Quand Aminu est bon et quand Harkless était bon, ça changeait pas forcément la donne, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, il va être dans la fin du top 100. Et même, tu vois, il fait partie des gens que, par rapport aux propositions que les auditeurs vont faire et par rapport aux propositions que mes intervenants vont pouvoir faire, si quelqu'un vient argumenter pour quelqu'un d'autre et qu'on le retire de la liste, en tout cas, c'est probable, quoi. On peut le voir comme ça. Non, mais, ouais, bien sûr. Ouais. Puis là, il a succédé pour corriger un peu ce que j'ai dit aussi, il a succédé à Batum. Alors, c'est vraiment le début de l'ère Damian Lillard, ça doit être les 3 premières années de Lillard, avec Batum et Aldridge. Et Batum avait plus d'impact qu'Aminu. Il arrive, il doit arriver, si je me trompe pas, l'année où ils font le grand ménage, où Aldridge s'en va, où Wesley Matthews s'en va, Batum aussi. Tout à fait, ouais. Robin Lopez aussi, je pense. Et du coup, niveau classement, on est d'accord que pour l'instant, on le met tout en bas, on le met 10e sur 10. Ouais. Pour toi, il n'y a pas de duel avec Harrison Barnes? Non, parce que Harrison Barnes, même s'il a montré ses limites, mais il est quand même très supérieur offensivement, il me semble. Ouais. En tout cas, il a plus de choses offensivement. Il est plus viable. Peut-être qu'Aminu, qui dans ses mauvais passages, il était limite pas viable offensivement. Ouais. Mais donc voilà pour le classement. Pour l'instant, on expédie le classement, on est d'accord sur tout, donc tout va bien. Et donc petit quiz pour terminer rapidement. Alors cette fois, c'est pas un kick dans l'effectif, c'est un kick à scorer plus. Puisque je vais te demander, Aminu Draft 2010, est-ce que tu peux me citer les joueurs qui ont marqué de cette draft 2010, qui ont plus de points en carrière que Al-Farouq Aminu. Donc draft 2010 quand même assez connu. Je pense que tu auras les noms. Alors, il y a John Wall. Ouais, 11 000 points, John Wall. DeMarcus Cousins. Tout à fait. Greg Monroe doit être au-dessus quand même, non? Tout à fait, oui, tout à fait. Paul George, c'est 2010. Paul George, effectivement. Ouais. On a un autre ailier qui a été drafté pas loin de Paul George. Hayward, effectivement, il y est. Evan Turner. Il y est, effectivement. Ouais. 6800 points comparé aux 5300 de Aminu. Derek Favors, ça doit être juste, je pense. Derek Favors, il y est. 8300 points, Derek Favors. Okay, bon. Un monument de longévité sans faire de vagues, longévité moyenne. Ensuite, ça devient plus dur. Alors, on a un joueur avec qui il a commencé dans sa première équipe. Un petit meneur qui a été drafté dans la même équipe que lui. Bledsoe? Eric Bledsoe, effectivement. 10 000 points pour Bledsoe en carrière. On a un autre arrière du côté de Boston cette fois. Qui a été drafté par Boston? Drafté par Boston, ouais, 2010. Oh bah mince alors. Tout petit défenseur. Qui a joué longtemps à Boston? Qui a joué pas mal de temps, à Boston, 5-6 ans. Bon. C'était Avery Bradley. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, c'est 2010, Avery Bradley. Ouais. Oui, d'accord. Alors je sais que Wesley Johnson n'est pas au-dessus, ça c'est sûr. Johnson n'y est pas. On a un dernier par contre. Alors lui, il est pas du tout dans les top picks. C'est quelqu'un qui s'est révélé en milieu de décennie des années 2010. On l'a pas vu venir. On a pensé que c'était un défenseur à l'NBA d'un coup, et en fait non. Du côté de Miami notamment. Qui a été drafté par qui? Sacramento, je crois à l'époque, mais il a surtout explosé en 2015. Notre ami Hassan Whiteside. Hassan Whiteside, effectivement. Effectivement, oui. Donc voilà pour le petit quiz. Tu vois, j'aurais pas été capable de redire la draft de Whiteside. C'était en 2010. Ça fait longtemps. Il est drafté au deuxième tour, loin au deuxième tour. Mais donc voilà. Donc ça fait qu'il est combien, Aminu, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit être 11e du coup. C'est honorable. Hein. C'est honorable. Tu fais une redraft, il part dans la loterie, je pense. Ouais, sachant que là, c'est que au niveau du scoring. Hein, ouais, bien sûr, mais... Des points, et je pense que même tu peux le faire monter en termes de valeur. Hein. Parce que tu vois, par exemple, je n'ai pas Whiteside dans le top 100 pour l'instant. Ouais.
Du coup, on peut avancer sur un autre gros cas d'aujourd'hui. Sans doute le cas le plus épineux, peut-être. Moi, je l'ai mis deuxième, toi, tu l'as mis plus bas, alors que je pense que je vais avoir plus de choses négatives à dire. C'est Jrue Holiday. Jrue Holiday que tu avais, du coup, 4e des 5, toi, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Jrue Holiday, que je trouve ma fiche, ça y est. Tu me fais douter. Hein. Ah, je te fais douter dans quel sens? Parce que moi, je l'ai mis deuxième de mon top 5 du jour. Et en même temps, je vais dire plein de choses négatives. En tout cas, nuancées. Jrue Holiday, 10 saisons sur la décennie. Et pour le coup, il y a 10 saisons pleines. Hein, donc très bien d'un point de vue longévité. On est à 16,8 points de moyenne par match, 6,7 assists par match en moyenne également. Et on est même sur 34 minutes par match de moyenne sur toute la décennie. C'est quand même le 19e plus gros total de la décennie. Hein. Presque 35 minutes par match en moyenne sur toute la décennie. 22 000 minutes, c'est le 17e plus gros total des 10 ans. 640 matchs, on est dans le top 50 des matchs joués. Et c'est vrai qu'il y a ce petit truc aussi par rapport aux blessures. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que pas mal de monde le considère un peu injury prone aux blessures. Alors qu'en fait, ça, c'est pas forcément vrai, comme je viens de le citer avec les minutes et les matchs joués, mais ça vient en fait du fait que en milieu de décennie, il a eu 2 saisons, 2014-2015, où il a enchaîné un peu des blessures qui l'ont fait jouer que 30 et 40 matchs sur les 2 saisons, mais à part ça, en fait, on est sur quelqu'un qui est presque jamais blessé, quoi, finalement. Oui, c'est l'époque où tout le monde se blessait aux Pelicans. Tout à fait, ouais. Avec Gordon, avec Davis. Tyreek Evans, effectivement. Du coup, All-Star en 2013, même si je pense qu'on peut mettre une petite astérix, All-Star à l'Est cette année-là, c'est pas pareil. All-Defense, par contre, ça remet pas d'astérix. All-Defensive First Team en 2018 et Second Team en 2019. Et puis, au niveau de NBDraft.net, eux, ils ont mis une comparaison entre Flip Murray et Delonte West. Bon, je vois pas, moi, mais... Draft Express, le meilleur scénario, Rodney Stuckey, et le pire, Mario Chalmers. Encore une fois, moi j'ai envie de dire que c'est l'inverse. Bon. Les surnoms. Alors, voilà, on arrive sur des surnoms un peu loufoques de basketball référence. Est-ce que tu l'as déjà entendu être appelé The Jruth? Ah non, absolument jamais. Alors là... Moi non plus. Et sinon, on avait aussi Kung Fu Jrue. Voilà. Okay. Totalement what the fuck. Mais bref, pour les surnoms. Son parcours rapidement, donc... Draft 2009, donc il arrive au niveau de la décennie, il a 20 ans déjà, et c'est un sophomore, et mine de rien, sophomore, mais il est déjà à plus de 35 minutes par match sur sa 2e année NBA, et donc en 2011, sur la première année de notre décennie. Bon, je pense que c'est un peu aussi dû au fait que le coach s'appelle Doug Collins, et qu'il aime bien les gens qui défendent. Donc c'est ce qui fait qu'il a très vite du temps de jeu. Philadelphie éliminé au premier tour par Miami, le premier Miami de LeBron James, Dwayne Wade, etc., et Chris Bosh. 2012, ils font demi-finale de conférence cette année-là. Lui, il est encore à 34 minutes par match et 14 points de moyenne. Ils font au 2e tour, notamment parce qu'il y a un upset de Chicago. Ils sont la 8e équipe à l'Est, mais ils upset Chicago avec la fameuse blessure de Derrick Rose. C'est sur cette série-là que Derrick Rose se blesse. 2013, il est All-Star dans une équipe qui est un peu plus vide, et notamment avec l'échec de Andrew Bynum. Il faut se souvenir de ça. Bynum qui était censé être un peu le lieutenant ou même le leader. Hein. Et finalement, ça a été Jrue Holiday, puisque même Iguodala fait partie de ce trade, donc il n'y a plus Iguodala à cette époque-là. Et lui, il fait une saison à 18 points de moyenne et 8 passes. Et du coup, le trade ensuite en 2013, le soir de la draft, contre Nerlens Noel, et donc il va du côté de New Orleans. Et là, effectivement, on a les 2 années où il est un peu blessé. Il forme un trio, le trio avec Eric Gordon, Tyreek Evans et Jrue Holiday, qui sont un peu censés faire la rotation 1-2... et un qui sort du banc, un peu une rotation à 3 pour porter l'équipe, et finalement, comme tu disais tout à l'heure, en fait, chaque année, il y en a un qui est blessé, donc il n'y a même pas trop l'occasion de faire de la rotation. Donc 2014-2015, il est blessé. Il est blessé d'ailleurs 2015 où les Pelicans font les playoffs, il revient sur la fin, mais il est à 30% de ses capacités. 2016, 2016, pardon, Pelicans toujours, pardon. 2017, pas de playoff. 2018, les playoffs avec la fameuse série contre Portland. C'est un peu là d'ailleurs qu'il explose médiatiquement d'un point de vue défensif. Et puis 2019, de nouveau pas de playoff avec la saga Anthony Davis qui veut se barrer. Et 2020, avec Zion Williamson qui est blessé, pas de playoff non plus. Et puis ensuite, l'échange à Milwaukee est hors décennie pour ce qui nous concerne. Donc voilà, pour son parcours, il y avait pas mal de choses à dire puisqu'il y a une décennie qui est vraiment pleine. Je sais pas toi comment, encore une fois, moi, je pense qu'il y a un biais de mémoire récente. Il faut faire attention parce que 2021-2022, lui aussi, il a fait un step-up, à la fois en attaque et en défense, j'en parlerai, mais comment est-ce que toi, tu juges un peu ces meilleures années de la décennie, lesquelles
quelle période peut-être tu trouves la meilleure et la plus valuable parmi ces 10 ans? C'est une carrière très bizarre déjà, qui est pas très linéaire, Ouais. voilà, et encore plus quand on voit comment ça se poursuit pour l'instant à Milwaukee. Moi, ce dont je me rappelle surtout de lui, c'est vraiment les 2-3 premières années aux Sixers, où il est effectivement très prometteur, dans une équipe qui se construit peu à peu, et puis tout s'arrête avec le début de The Process. Et puis c'est cette série contre les Pelicans, où il est franchement exceptionnel. C'est une performance, alors t'as dit défensive, mais aussi offensivement. Il tourne à 28 points par match sur la série. Et il est encore très très bon au tour suivant contre les Warriors, où bon, les Pelicans prennent 4-1, je pense. Oui, c'est les Warriors de KD en plus, donc il y a pas match, quoi. Voilà, mais ils s'en sortent honorablement, quoi. Mais bon, c'était impossible de toute façon de les jouer, les Warriors, à cette époque. Donc là, d'un coup, il fait une performance qui est vraiment hallucinante, où il détruit presque à lui tout seul Damian Lillard et les Blazers. Et c'est là où moi j'ai eu beaucoup de mal à évaluer, c'est qu'il y a comme un trou, quoi. Il y a presque 4-5 saisons, ou 5-6 saisons même, où c'est un bon titulaire, pas toujours sur le terrain parce qu'il a des blessures, mais où on n'en entend pas beaucoup parler, en fait, finalement, entre 2013 et 2017. Ouais, en fait, il y a un début de décennie valuable du côté des Sixers. Il y a un trou, comme tu dis, et ensuite, il y a peut-être de nouveaux valuable en 2018, mais il y a beaucoup de, pas de vide, mais un peu plus moyen autour, quoi. Ouais, mais alors en même temps, il y a un trou, mais c'est vrai que quand je suis allé voir les stats on-off, par exemple, au Pelicans, il a un impact qui est d'élite, qui est à la fois offensivement et défensivement. Donc, je me suis demandé si finalement ce trou-là n'était pas dû au fait qu'il passait un peu sous les radars médiatiquement, que les Pelicans, ça fait pas rêver grand monde, et j'avoue, j'ai pas dû regarder 50 matchs des Pelicans par an dans cette période-là. Donc en fait, peut-être que c'est un effet de loop, enfin l'inverse d'un effet de loop, je sais pas comment on appelle ça du coup, mais qui fait que on a un peu oublié à quel point il était bon parce qu'il était dans une équipe qui avait en permanence des problèmes. Mais je sais pas. À quel point aussi peut-être son plus-minus était bon parce qu'il jouait avec Anthony Davis en tant que titulaire. Je sais pas. Je sais que je suis moins fan des plus-minus, mais j'entends totalement le côté un peu valuable sous les radars, mais c'est aussi la difficulté, je trouve, avec Jean Holiday où il oscille tout le temps entre le sous-évalué et surévalué, du coup, parce que les uns se répondent aux autres, tu sais. Donc, quand on le sous-évalue, il y en a qui disent mais non, mais en fait, il faut le il est mieux que ça, et du coup, ensuite il y a l'inverse, etc., etc. Donc c'est un peu sans fin. Moi, au niveau des points positifs, j'avoue que j'avais noté la longévité et le côté plus de 30 minutes sur toute la décennie, voire même plus de 35 minutes sur la moitié de la décennie. C'est quand même pas mal. Et puis en plus, la défense qui a toujours été, en tout cas jusqu'en 2018, était un peu sous les radars. Et depuis cette série contre Damian Lillard, peut-être un peu exagérée, je trouve. En tout cas, pour les années qui nous concernent. Hein, parce qu'ensuite, sur Milwaukee, effectivement, on est sur quelqu'un de très très haut niveau. Après, moi, mon problème principal qui va être avec Jour l'idée, et je pense que les gens qui écoutent vont être peut-être un peu surpris ou dire que je raconte n'importe quoi, mais pour moi, il y a une vraie différence avec celui qu'on a à Milwaukee, qui est un joueur très valuable, notamment parce qu'il est enfin efficace, quoi. Et mon problème, c'est qu'il n'a pas du tout été efficace sur cette décennie-là. Il y a une seule année au niveau du true shooting, de la productivité au scoring individuel, où il est au-dessus de la moyenne. C'est en 2018, il me semble. Ouais, je crois que c'est 2018. Il est à 102 de true shooting plus, donc 2% au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas non plus la folie. Hein. Je veux dire, quand tu compares le pic d'efficacité d'autres meneurs de la décennie, on est beaucoup plus haut que seulement 2% au-dessus de la moyenne. Et du reste, ben voilà, encore une fois, le true shooting plus, c'est par rapport à la moyenne, relativement à la moyenne, et sachant que la moyenne, on la fixe à 100. Et donc, il fait une décennie avec 97, 94, 93. L'année où il est All-Star, il est quand même à 7% moins bon que l'efficacité moyenne de NBA. 98, 96, 102, donc la seule année, et puis 99, 95. Bref, on a toute une décennie où il est en dessous de la moyenne, alors qu'ensuite, à Milwaukee, il sera à plus 5 et plus 6. Donc, et en plus, ça se fait sur un usage qui est entre 23 et 26%, donc un usage de lieutenant, hein, pas un usage de go-to-guy,
Mais voilà, un usage de lieutenant. Donc, mon problème, moi, en fait, c'était surtout l'attaque, en fait, où la défense, il n'y a pas de problème. Elle a souvent été sous-estimée. Effectivement, elle était très bonne. Et ça se voit dans les plus-minus, hein, comme tu as cité. Mais mon problème, c'est l'attaque, en fait, où on avait quelqu'un qui n'était pas efficace par rapport à la moyenne. C'est un peu dommage, quoi, dans ce rôle-là, quoi. Quelqu'un qui n'était pas non plus capable d'endosser un énorme volume au scoring, où tu pourrais dire, bon, ben voilà, je sais pas moi, un DeRozan, il est pas aussi efficace qu'on pense, mais en même temps, il y a de la productivité, il y a du volume à la création et en termes de points, donc il y a cette valeur-là. Je vous l'idée, c'est pas ça. Le playmaking, c'est pas qu'il est nul, mais par rapport au standard très exigeant d'un top 100 et par rapport au meilleur meneur de la décennie, bah, c'est assez banal, quoi, je trouve, assez moyen, où c'est un très bon exécutant au niveau du passing qui peut tout faire, mais créativité vraiment très bof et pas non plus hyper cérébral, hyper génie du basket, hyper, je sais pas moi, joueur d'échecs de haut vol, etc. Sachant qu'en plus, les turnovers sont assez moyens sur cette période-là, en plus de sa non-productivité au passing. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui m'embête un peu, surtout que, encore une fois, si tu compares à, je sais pas moi, le pic en carrière de Mike Conley, en termes d'efficacité et de volume, pour moi, il est au-dessus de manière très significative. Et pareil pour Kyle Lowry, dont on a parlé la dernière fois avec Nico. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit, quoi. Et pareil pour John Wall, et pareil même pour Kemba Walker, etc. quoi. Donc, il y a plein de joueurs comme ça que je préférais avoir. Et donc, le côté décennie pas efficace, sur en plus un volume qui n'était pas non plus énormissime, ça m'embête un peu. Et j'ai toujours trouvé que c'était dommage. Et puis après, il y a le côté aussi, à quel point est-ce que la défense sur l'homme arrive à tout rattraper. Parfois, c'est aussi un peu surestimé, ce côté, bah voilà, on parlait de Avery Bradley, parfois ça peut être un peu surestimé, ou Tony Allen, ce genre de l'impact réel d'un arrière qui défend, c'est moins grand qu'un pivot moyen en défense, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que t'en penses de toutes mes nuances un peu, pas négatives, mais pas forcément positives. Est-ce que je suis trop sévère ou pas avec Jean Ollier? Je trouve un peu sur l'efficacité. Parce que quand on regarde le nombre de points par tir, par exemple, à partir de la saison 2015-2016, il est à 1.06, puis à 1.15 en 2018, ce qui est vraiment énorme, 1.12, 1.08. Non. Alors certes, c'est sur un volume qui est pas immense, mais... Et comme je te dis, c'est toujours en dessous de la moyenne, sauf effectivement 2018. Ben, ouais. Après, on peut argumenter que, effectivement, comme il se crée pas mal son tir, c'est pas les mêmes standards peut-être que quelqu'un qui serait capable de faire du catch and shoot, mais bon, c'était pas non plus un créateur pur, quoi. C'était pas, bah tu vois, la dernière fois on parlait de Tony Parker, effectivement, Tony Parker c'est que la création. Lui il est censé être quand même être un profil plus équilibré, et c'est pareil aussi, j'avais oublié, donc tu fais bien à 3 points, on n'est pas sur le niveau de Milwaukee, quoi. Milwaukee, il est efficace à 3 points, c'est très bien. Sur cette décennie-là, il est pas hyper efficace à 3 points, quoi. En fait, c'est assez curieux d'ailleurs quand tu regardes un peu ces chiffres en attaque. C'est que c'est comme si la décennie était coupée en deux. T'as les 5 premières années où il est efficace à 3 points et pas du tout pour aller au cercle. Ouais. Et ensuite, ça se renverse, où il est vraiment pas mal du tout pour finir au cercle, et son pourcentage à 3 points baisse de manière assez spectaculaire. Un de ses problèmes, c'est qu'il a toujours été assez faible pour récupérer des fautes. Donc ça fait baisser l'efficacité. Moi, je trouve qu'offensivement, il est le tableau que tu décris est un peu sévère. Après, je précise que c'est pas dans l'absolu, c'est par rapport à nos exigences très élevées du top 100 et des meneurs d'élite, quoi. Non, mais bien sûr. Ensuite, la question, c'est, oui, c'est intéressant que tu dises meneur d'élite, parce que est-ce que c'est vraiment un meneur? En un sens, c'est presque plus un poste 2, poste 1-2. Ouais, un B, quoi, presque. Ouais, voilà, c'est pas un initiateur classique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, bon, alors, mais c'est toi qui l'as en 2, hein. Avec toutes ces critiques, moi, je l'ai au-dessus de toi, effectivement. Bah, tu vois, si je te dis, est-ce que tu préfères, alors, c'est un peu un exercice théorique, là, c'est pas, est-ce que tu préfères le meilleur Mike Conley ou le meilleur Kyle Lowry ou le meilleur Jrue Holiday, en prenant en compte attaque et défense de la décennie? Ouais, sans aller sur, effectivement, le Jrue Holiday de Milwaukee, ouais, effectivement. Bah, non, j'hésite un peu. Non, alors, je préfère le meilleur Kyle Lowry. Ouais. Mais j'hésite un petit peu au sens où je me demande dans quelle mesure, mais là encore, bon, c'est de la prospective, mais dans quelle mesure le meilleur Jrue Holiday des 2 dernières années n'est pas aussi dû à une question de rôle qu'il n'avait pas dans les équipes, ou qu'il n'a pas eu la chance d'avoir dans les équipes où il était. Peut-être, effectivement. Mais du coup, ça, on peut pas, enfin, on est obligé de juger. Mais bien sûr. Non, mais je t'entends totalement ce que tu veux dire, hein. Effectivement, c'est pas impossible du tout, ouais.
Après, sachant aussi que, tu vois, il y a une. Bah, d'ailleurs, c'est l'année où il est efficace, pour aller un peu dans ton sens. C'est l'année où il y a Rajon Rondo qui porte la balle, quoi. Et lui est peut-être un peu plus décalé sur le poste 1-2, comme tu disais, quoi. Et du coup, tu l'avais autour de la combienième place, toi? Et ben, j'hésitais par rapport à Kevin Love. Ah ouais, quand même. Bah, de toute façon, si je suis logique et que je le mets en 4e, il est forcément derrière Embiid et Garnett. Ouais. Donc, il est soit au-dessus de Love, soit en dessous de Love, puisque je le mets au-dessus d'Harrison Barnes. Sachant ça, que pour l'instant, on a Alfaro Camino en dernier, Harrison Barnes au-dessus, Kevin Love au-dessus. Et ensuite, donc, c'est la question, c'est est-ce qu'on le met entre Joel Embiid, Kevin Garnett et Kevin Love, ou est-ce qu'on le met entre Kevin Love et Harrison Barnes, quoi? Ouais, c'est ça. Je pense quand même que je le mettrais un tout petit peu en dessous de Love, parce que je me dis, il faut rester dans l'idée de l'exercice qui est juger ce qui a eu lieu et pas ce qu'il aurait pu avoir. C'est-à-dire, si la question avait été en playoff, est-ce que j'aurais préféré avoir Love ou Holiday? Je me dis peut-être j'aurais préféré avoir Holiday parce que bon, plus de possibilités tactiques, etc., etc. Mais sur ce qui s'est passé sur ces 10 ans-là, je pense que Love est au-dessus. Ok. Parce que Love, c'est 2 années All-NBA Second Team, c'est malgré tout une utilité réelle en playoff, d'une équipe qui a joué le titre et qui l'a gagné. C'est un All-Star incontestable quand il était aux Wolves. Voilà. Ok. Sachant que moi, du coup, je l'avais entre Jokic et Embiid, du coup. Je l'avais plus haut. Est-ce qu'on pourrait pas couper la poire en deux? Si. Bon, est-ce qu'on pourrait pas couper la poire en deux? Et est-ce qu'on le met... On le met alors non pas au-dessus d'Embiid et Garnett, on le met en dessous de Garnett. Ouais. Et à côté de Kevin Love. Après, c'est vrai que ton argument... C'est vrai que tu vois, Kevin Love, ça n'a pas été beaucoup, mais il a eu 2 saisons, presque 3, en tant que go-to guy efficace et vraiment au centre de l'attaque que n'a jamais été Jean Holiday, quoi. Ouais. Mais ce qui me dérange avec Kevin Love, c'est toutes les autres années un peu à jeter à la poubelle. Ouais, je pense que je vais quand même le mettre au-dessus pour trancher. Je vais le mettre au-dessus parce que Kevin Love, il y a 2 années totalement jeté à la poubelle à la fin de la décennie. Il y a des années où il est un peu en rôle de passager du côté, et vraiment très passager du côté de Cleveland. Là où Jean Holiday, non seulement a une longévité sur toute la décennie, en plus, il n'a jamais été aussi bas dans la hiérarchie d'une équipe comme Kevin Love, quoi. Finalement, Kevin Love a eu des hauts plus hauts, mais presque des bas plus bas, si je puis dire. Oui, mais alors... Oui, non, mais je comprends ce que tu dis, mais en même temps, Love était bas dans une hiérarchie où il y avait LeBron James et Kyrie Irving. C'est vrai. Donc, ok. Mais bon, voilà. Faisons ça, on verra à la fin. On reverra à la fin si on a d'autres. Hop. Oui, donc du coup, pour finir très rapidement, un petit quiz. Cette fois, on fait un qui est sur le terrain. Donc, qui est sur le terrain lors du fameux, je sais pas si tu t'en souviens, Dwight Howard met un poster dunk sur Jean Holiday. Est-ce que tu te souviens de cette action? Oula, oui, vaguement, mais oui. Alors, les plus jeunes, je vous encourage à aller voir ça sur YouTube si vous connaissez pas. On est le 11 avril 2011, à quelques jours des playoffs, d'ailleurs. Donc, on est en tout début de décennie. Bon, déjà, il y en a 2 que tu peux me citer, c'est Jean Holiday et Dwight Howard. Je te les épargne. Et donc, est-ce que tu peux me citer les autres joueurs qui sont non pas dans l'effectif, mais sur le terrain au moment du poster dunk? Donc, c'est Orlando, Philadelphie. Ouais. Donc, j'imagine... Ah ouais, mais en plus, sur le terrain. Donc, il doit y avoir Iguodala à Philadelphie. Iguodala n'est pas sur le terrain. Donc, en plus, ouais. Evan Turner? Turner n'est pas sur le terrain. Il y avait le Williams? Lou Williams non plus, mais il y avait l'arrière shooter qui prenait la place d'Evan Turner en tant que titulaire. Un shooter qui est passé par les Lakers ensuite, il me semble. Vraiment un role-player très random. C'était Jody Mix, je te l'épargne. Ah oui, Jody Mix, oui, d'accord. Après, du côté de Philadelphie... Est-ce qu'il y avait Elton Brand par hasard? Il y avait Elton Brand, exactement. Ok. On avait un autre intérieur du côté de Philadelphie qui est passé... alors j'ai un trou là du côté d'OKC récemment, je sais plus. Spencer Rose. Ah oui. Oula, oui. Et puis on avait un Argentin aussi. Un Argentin. Nocioni. Exactement, Nocioni. Ouais. Et du côté d'Orlando, l'équipe un peu classique, quand même, un peu plus classique, on peut dire. Donc Jamir Nelson. Jamir Nelson était là, ouais. Est-ce Caron Butler? Non. Non, mais par contre, il y avait l'ailier un peu à tout faire. Non,
un ailier à tout faire point forward de ces années-là. Oui, c'est lui dont le nom m'échappe. J'essaye du coup de réfléchir à d'autres, mais mon Dieu, j'ai un trou. Bon, je vais pas le retrouver. Turkoglu. Voilà, et de Turkoglu. Et puis ensuite on avait un poste 4 qui ensuite est allé à Boston faire des trucs sympathiques. Non, j'allais dire André Blatch, mais non. Qui allait à Boston, poste 4. Brandon Bass, c'était. Ah oui, Brandon Bass, j'aimais bien Brandon Bass. Oui, d'accord. Et puis on finit par un arrière-shooter qui finira à Philadelphie sur une blessure, mais qui est surtout connu pour Orlando et mais surtout pour Phoenix même. Arrière-shooter vainqueur du concours de dunk aussi. Je pense que tu le connais. Oui, bah oui, j'imagine, mais qui était un bon joueur. Bon joueur, vainqueur du pas All-Star il me semble, mais vainqueur du concours de dunk. Il a commencé à Golden State en 2002. Il a fait pas mal d'années à Golden State. Ensuite, il a fait Charlotte un peu, Phoenix, ensuite Orlando et ensuite Philadelphie. Non, je l'ai pas. C'était Jason Richardson. Ah bah oui, bien sûr, Jason Richardson. Oui, bah oui. C'était sa période à Orlando, effectivement. J'avais oublié qu'il avait fini à Philadelphie. Bah ouais, il faisait partie de la classe de l'été, le même recrutement qu'Andrew Bynum, il fait partie des équipes aussi. Je crois qu'il se blesse sur un caméraman d'ailleurs en retombant en train d'un point quelque chose, t'as raison. Et du coup, on peut passer à notre dernier nom. Bon, il y a des choses à dire, mais je pense qu'on va aller rapidement parce que c'est un peu l'évidence. C'est Kevin Durant, évidemment. Donc Kevin Durant, 9 saisons sur la décennie, 9 sur 10, puisqu'il y a une saison blanche en 2020, quand il signe à Brooklyn. En 2020, il ne joue pas du tout, et il y en a presque quasiment 8 même, puisqu'il est aussi blessé en 2015. Il fait à peine 27 matchs cette année-là. Donc sur la décennie, 27,7 points de moyenne sur la décennie, sur l'ensemble de la décennie. C'est tout simplement le premier total de la décennie en NBA. Et 36,6 minutes par match en moyenne, c'est le deuxième total derrière LeBron. Et en termes de minutes, on est sur du 22 000 minutes, 13e plus gros total et plus de 600 matchs. Bref, MVP 2014, le titre en 2017 et 2018 avec l'équipe des Warriors, en participant à l'équipe des Warriors. 9 sélections All-Star, alors qu'il a joué que 8 vraies saisons. C'est assez remarquable aussi. Et effectivement, 8 sélections en All-NBA, 5 fois en première et 3 fois en deuxième. Et donc, en fait, les seules années où il n'est pas All-NBA, Kevin Durant, c'est les années où il est blessé, tout simplement. Ce qui pose quand même un peu le niveau, 3 fois scoring champion sur la décennie en question, 4 fois en tout, il me semble. Au niveau de NBADraft.net, pour le coup, là encore, je vais les défendre pour une fois, et je vais pas me moquer d'eux. Mélange de Dirk Nowitzki et de Tracy McGrady. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu vrai. C'est Tracy McGrady avec la gravité de shooter de Dirk Nowitzki, finalement. Au niveau des surnoms, c'est un peu nul parce qu'il a choisi le pire. Finalement, il a choisi KD. Mais il y en avait des pas mal. Je sais pas si tu te souviens de Durantula. Tu te souviens ou pas ? Oui, c'est vrai. Ouais. De Durant et Tarantule avec ses bras très longs. Il a pas trop aimé, ça a pas accroché. Il y avait le Slim Reaper aussi. Oui, j'aime bien ça. Littéralement la faucheuse mince. Mais je crois qu'il a pas accroché non plus. Et après, il y avait The Servant. Moi, je comprends pas. Tu connais The Servant ? Ah, pas du tout. Et puis, je vois pas le rapport en plus. Ouais. Effectivement. Donc voilà, Kevin Durant, son parcours rapidement. C'est sa décennie, lui aussi, puisqu'il arrive début de décennie. Il a 22 ans, draft 2007. Donc, il a déjà 22 ans. Enfin, déjà, il n'a que aussi 22 ans à l'entame de la décennie. Mais il sort déjà d'un titre de meilleur scoreur de NBA en 2010. Donc là, en 2011, il est déjà dans son prime, presque, en fait. Et la première année, en fait, ils font finale de conférence du côté d'OKC, finale de conférence perdue contre Dallas. Il faut dire aussi qu'ils sont peut-être aussi passés, notamment parce que Memphis avait fait l'upset sur les Spurs. Les Spurs qui étaient la grosse équipe du tableau qui aurait dû rencontrer OKC, finalement, ils n'ont pas eu à la rencontrer. Mais bref, donc finale de conférence, ça commence d'entrée de jeu très très bien pour OKC et pour Kevin Durant. 2012, les finales, évidemment. 2013, blessure de Russell Westbrook au premier tour des playoffs contre Houston et donc élimination un peu prématurée ensuite contre Memphis. 2014, finale de conférence contre les Spurs, qui est finalement perdu contre les Spurs du Beautiful Game. 2015, lui est blessé
et OKC, du coup, avec Russell Westbrook en seul leader, ne font pas les playoffs. 2016, il y a l'upset de San Antonio, puisque finalement, c'est un peu la troisième meilleure équipe de la conférence Ouest à l'époque. San Antonio est sur un rythme, alors il y a Golden State devant, mais ils sont sur un rythme historiquement élite eux aussi, et pourtant ils se font upset par OKC du coup. Et puis ensuite il y a l'élimination évidemment contre les Warriors où ils menaient 3-1 et ils se font remonter. Et puis ensuite Free Agency 2016 du côté de Golden State, évidemment, ça c'est assez connu. 2017, le grand Golden State, celui qui essaye en saison régulière, hein, celui qui joue toute la saison à fond. Une des meilleures équipes de l'histoire, évidemment, qui survole les playoffs en perdant un seul match en finale contre les Cavs. Un seul match de tout le run de playoffs, hein, je veux dire. Et puis ensuite, 2018, l'affrontement contre Houston, remporté par les Warriors finalement, et ensuite le titre au bout. Et 2019, c'est la blessure en playoff, d'abord contre Houston au deuxième tour, et ensuite qui est aggravée, ou c'est peut-être même une autre blessure, la rupture du tendon en finale, après son retour un peu précipité sur les finales contre Toronto. Et donc finalement, on est sur 2 titres sur la décennie du côté des Warriors. Je sais pas trop comment te lancer, tellement c'est un peu l'évidence pour aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on parle aussi un peu en détail par rapport à des joueurs qui viendront après, hein, des LeBron, des Curry, des Harden ou ce genre de compétiteurs. Très simplement, quelles sont pour toi un peu ces meilleures saisons, même si c'est un peu difficile à dire, ou en tout cas, comment est-ce que tu différencies la période OKC et la période Golden State, par exemple? C'est difficile à dire. Enfin, c'est d'autant plus difficile à dire que il y a ce côté complètement machine chez Durant d'être tout le temps d'une régularité folle. Alors, moi j'avoue que j'avais été assez impressionné par sa défense dans les années à Golden State, alors que ça avait rarement été aussi mis en lumière, peut-être aussi, hein, je sais pas, dans les années OKC. C'était plus sur des playoffs que c'était impressionnant, mais alors que Golden State, comme tu dis, c'était plus en saison régulière, notamment la première année, quoi. Ouais. Donc c'était là où peut-être il était au sommet. Mais j'aurais vraiment du mal à distinguer une année parce que je trouve que c'est toujours. Il est tellement monstrueux. Voilà, c'est ça. Il est incroyable. En fait, c'est presque. Il y a plein de choses à dire, mais il y a en un sens presque rien à dire aussi tellement il est bon. Et juste le débat, c'est dans les 5 premiers de la décennie où il est, quoi. C'est voire dans les 3 premiers, je sais pas. Si tu veux avancer quelques pistes, hein, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Même des joueurs qu'on n'a pas encore placés. D'instinct, tu le mettrais où là, par exemple? Je le mettrais 2 ou 3. Ouais. Derrière LeBron et puis la lutte avec Curry. Mais sûrement 2. On y viendra. Ouais. Oui, alors c'est incroyable cette régularité. C'est juste fou. Quand on regarde les chiffres, tout est incroyable. C'est peut-être un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Hein. Oui, on parle de la décennie, mais peut-être un des meilleurs de l'histoire, hein, même. Avant, malheureusement, les blessures là, de 2020 et un peu après, il a un peu perdu en rythme en termes de minutes et de nombre de matchs joués, mais on était sur quelqu'un qui était en route pour exploser le record all-time de scoring en carrière, hein, très simplement. Oui, il doit être d'ailleurs très haut. Je sais pas exactement où il en est, mais je vais regarder, mais il doit être très très haut. Ouais. Il doit être déjà très haut, effectivement. Même si, encore une fois, il a un peu ralenti dernièrement. Mais oui, alors, le seul petit truc qu'on peut dire, je pense, en négatif, c'est que finalement, je trouve et c'est une question de profil, hein, donc c'est pas quelque chose qu'il a fait ou pas fait, c'est que, en fait, c'est ton scoreur d'élite, mais il a jamais eu un rôle d'initiateur. Et en tout cas, quand il l'a eu, il a jamais été au niveau d'autres joueurs, comme des LeBron, comme des Harden. Vraiment, le rôle d'initiateur qui a la balle en main et qui doit créer du jeu collectif, et pour lui et pour les autres. Là-dessus, il a jamais été bon, parce que c'est pas son profil, en fait. Et il y avait toujours besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Et donc, ça a été le cas, donc on va pas lui faire mettre des points de malus, hein, pas du tout. Russell Westbrook, qui était là pour créer le jeu collectif avec ses pénétrations et ses décalages créés de cette manière. Et ensuite, à Golden State, c'était aussi le système qui faisait ça. Et tu vois, peut-être le petit accro qu'on pourrait dire, c'est une équipe comme Memphis en 2013, que moi j'adorais, hein, cette équipe vraiment, mais en vrai, un talent transcendant comme Durant, tu pourrais te dire, en fait, à lui tout seul, il pourrait les passer, quoi. Et la série est très disputée, hein. Je crois que ça finit à 80, mais le score ne reflète pas ça. Mais c'est juste une question de profil, en fait, où on sait qu'il n'a pas cette capacité à générer du jeu collectif parce que c'est pas un passeur de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui plutôt est un scoreur d'ultra élite. Mais quand même, donc du coup, autre point que j'avais noté, moi, c'est qu'il y a un tournant au milieu des années 2010
dans son jeu, c'est que notamment, il devient un meilleur passeur de manière assez significative, quoi. Au début, il est vraiment pas trop du tout. Et j'ai ce souvenir que en 2 ans, en fait, il passe d'une passe décisive, ensuite à 2,5, ensuite à 5. Et notamment l'année de son MVP en 2014, Russell Westbrook manque pas mal de matchs et il est un peu plus responsabilisé dans ce rôle de porteur de balle. J'avais fait un scouting report vidéo à l'époque de lui, mais je me souviens que voilà, il était à plus de 5 assists de moyenne, ce qui était énorme pour lui. Et ça a été un vrai changement où il faisait un peu plus sur pick and roll, un peu plus sur pénétration, etc. Donc il y a ce côté-là dans le profil qu'on peut citer. Et après, c'est vrai que au niveau de l'efficacité, je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter parce que là, je vais faire un tunnel sur l'efficacité. Donc, si tu as des trucs à rajouter, vas-y. Non, je parlais d'un des meilleurs scores de l'histoire. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est littéralement un des meilleurs scores de l'histoire. Et 21e actuellement. 21e en total, en termes de points marqués. Ouais. Mais moi, ce qui m'impressionne presque plus, c'est l'efficacité qui est faramineuse, quoi. Je veux dire, encore une fois, la stat du true shooting plus que j'aime bien, donc le true shooting, l'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne, on est sur quelqu'un qui est 2011, sa première année de la décennie, il est à 109, donc plus 9% sur un volume de 32% d'usage. Déjà ça, c'est rare de trouver des saisons à 109, minimum 109 sur 32% d'usage. Il n'y en a pas chaque année, on peut le dire. Et puis ensuite, il enchaîne tranquillement. 2012, il est à 116, c'est incroyable, encore une fois sur 30% d'usage. 2013, il est à 121, qui est tout simplement le deuxième meilleur all-time derrière la saison 2016 de Curry. Donc c'est pas mal, 121 de true shooting plus 21% par rapport à la moyenne. 2014, on est que, entre guillemets, à 117. Bon, voilà. Ensuite, 2016, 117 également. Ensuite, du côté de Golden State, il fait 118, 115 et 113. Voilà, sachant que, pour donner un point de référence, 113, par exemple, c'est Jokic en 2021. Et c'était déjà une saison d'élite. Et Jokic en 2022, qui est encore un cran au-dessus, il est à 117. Donc voilà, vous voyez bien que on a toute une décennie où il est absolument scandaleux en termes d'efficacité. C'est n'importe quoi, en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Pour le coup, en termes d'efficacité, il n'y a que Curry et LeBron qui viennent le contester, quoi. D'ailleurs, quand on regarde sur toute l'histoire de la NBA, le true shooting, pas plus, mais le true shooting tout court, en termes d'efficacité sur toute une carrière, tous les meilleurs, les 20 meilleurs, c'est des pivots, rim rollers et tout ça. Donc il y a Gobert tout en haut. Et il y a Curry, qui est le seul arrière, qui est 6e, 62,4%. Ensuite, il y a Towns et Jokic, qui sont des pivots un peu différents. Et puis le premier ailier, c'est Kevin Durant, 61,5%. Non, mais c'est 12e all-time, et le deuxième non-pivot. Et encore, là, tu dis ça comme ça, déjà, c'est impressionnant. Je peux le rendre encore plus impressionnant. Au niveau du true shooting plus relativement à la moyenne, et si on rajoute un critère d'usage, des saisons à plus de 30% d'usage et minimum 113 de true shooting plus, j'avais compté sur un podcast que j'ai fait sur Jokic il y a un an, il y en a une vingtaine à peu près de saisons comme ça. Il y a du Nowitzki, il y a du Larry Bird, il y a du Charles Barkley, qu'en a une, Shaquille O'Neal en a quelques-unes, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, voilà. Grosso modo, on a une vingtaine, 25 saisons comme ça, 113 de true shooting plus et minimum 30% d'usage. Par contre, minimum 30% d'usage et 117, là, il ne reste plus que 10 saisons dans toute l'histoire de la NBA. Et là, il ne reste que les meilleures saisons de Curry, il y en a une ou deux de LeBron, une ou deux de Kevin Durant, donc. Et après, je crois qu'il n'y a que Barkley et Abdul-Jabbar, et c'est tout, en fait. On a 5 noms qui ont atteint ce niveau d'efficacité sur un tel volume. Et je dis ça parce que le 117, il a explosé plusieurs fois, quoi, sur la décennie. Il fait du 116, 117, 117, 121. Enfin bref, il n'y a même pas besoin d'en faire plus. C'est vrai on est sur un niveau d'efficacité absolument monstrueux. Et c'est vrai qu'aussi que peut-être qu'on peut être un peu sur notre fin sur la défense par rapport à son profil, où on se dit, il est tellement grand, tellement mobile, tellement long qu'en fait, il pourrait tout faire, il pourrait être all defense. Mais en même temps, est-ce que c'est juste d'attendre un niveau all defense en plus d'un niveau all time, quoi, en attaque? Et tu vois, par exemple, je trouve qu'en défense, il a été bien meilleur et pourtant je suis un défenseur de James Harden, je trouve que les critiques sont exagérées, mais Kevin Durant, par rapport à ses atouts physiques, a fait mieux en termes de performance que James Harden a fait sur l'ensemble de la décennie par rapport à ses atouts physiques. Oui. Donc voilà, tu l'as mis entre Harrison Barnes et Al-Farouq Aminu, c'est ça? Ouais, j'hésitais à le mettre un peu au-dessus de Barnes, mais je me suis dit, ouais, bon. Parce que finalement, tu vois, avec Barnes, ils ont été champions, alors que Kevin Durant arrive et... ouais, voilà, c'est ça, alors finalement. Ils sont aussi champions, quoi, ça change rien. Bref.
Premier, évidemment, on va le mettre premier du classement devant Kyle Lowry, t'es d'accord? Ouais. Ah bah bien sûr. Notre nouveau premier du classement, et je pense qu'il va le rester longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'on va aborder des Curry, LeBron ou autre, mais je pense qu'il va rester premier longtemps pour l'instant. Enfin, ça me paraît être les deux seuls concurrents. Mais Alors, j'ai pas encore réfléchi, mais je me demande à quel point la longévité et le volume de Harden va pas aussi me... Et le côté créateur, capable de faire des trucs sans rien. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ce sera un épisode assez intéressant d'ailleurs, ces duels-là. Bref, terminons tranquillement avec un petit kick est sur le terrain, encore une fois. Un autre poster dunk d'ailleurs. Nous sommes le 19 mai 2011. Est-ce que tu te souviens? Donc on est en playoff, finale de conférence contre Dallas. Te souviens-tu du poster dunk sur Brandon Haywood de Kevin Durant? Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu es capable, donc, à part Kevin Durant et Brandon Haywood, de me citer les joueurs sur le terrain? On est quand même sur une finale de conférence de deux grosses équipes. Je pense donc mai 2011, c'est l'équipe de Dallas qui va être championne. Exact. Donc il y a Nowitzki. Dirk est sur le terrain, ouais. Si Haywood, c'est peut-être en partie le banc, puisque c'était Chandler le titulaire. Ouais. Donc il n'y a pas de Chandler, effectivement, c'est Haywood. Pas Chandler. Donc est-ce qu'il y a Jason Kidd? Il n'y a pas de Jason Kidd. Est-ce qu'il y a Terry? Il y a Terry, et il n'y a pas de Jason Kidd, mais il y a son backup, le feu follet. JJ Barea. Il y a JJ Barea, effectivement. Donc il m'en manque un. Il te manque... Deshaun Stevenson? Non. Il te manque quelqu'un qui est arrivé en cours d'année. Stojakovic? Exactement. Peja Stojakovic, qui avait mis une pluie de 3 points d'ailleurs sur les Lakers au tour d'avant, au match pour les éliminer. Stojakovic fait partie de cette équipe et il est sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est lui qui se fait éliminer par Kevin Durant sur le drive un peu facilement, on va pas se mentir. Et du côté d'OKC, donc on a Kevin Durant et puis il t'en manque 4 du coup. Est-ce que c'est le banc ou... C'est le banc, effectivement. D'accord. En partie, mais en grande partie, ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est Folosha? Folosha était titulaire. Ah non, parce qu'il y a le banc du coup. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a Eric Maynor? Il y a Eric Maynor. Alors là, je m'attendais pas à ce que tu le trouves celui-là. Eric Maynor, un meneur gestionnaire, effectivement. Collison? Il y a Nick Collison, effectivement. Et il te reste plus que les deux faciles, hein, finalement. Alors, si c'est les faciles, c'est que c'est des titulaires? Non, du coup. Alors, il y en a un qui est titulaire et qui est analyste chez ESPN et qui est catastrophique. Ah bah, c'est Perkins. C'est Kendrick Perkins. Et l'autre, le spacing, Perkins, Collison, Maynor, ça devait être... Oui, c'était pas mal. Hein. Ouais. Et pourtant, il est arrivé à aller au panier, hein, Kevin Durant. Et non, mais il te manque, t'as dit c'est Folosha. Non, en fait, c'est les backups, c'est les remplaçants sur le terrain. Qui était le backup de ces Folosha? Quand même. Qui était le backup de ces Folosha? Ah bah oui, bien sûr. Harden. Oui, James Harden. Évidemment. Effectivement, James Harden. Ah bah oui, donc voilà. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube voir ce poster dunk. Vous allez voir la définition de jouer au-dessus du niveau du cercle. Ouais. C'est-à-dire que son bras et le ballon est au-dessus du niveau du cercle, certes, mais sa tête aussi. Et pourtant, Haywood, on l'a un peu oublié, hein, mais pivot défensif, plutôt grand et plutôt long. Hein, donc, plutôt poster très sympathique. Donc voilà. On a été plutôt d'accord sur tout, hein, au niveau du classement. Oui. Il y a le débat sur Jrue Holiday. Mais voilà. Jrue Holiday, effectivement. Je pense que je vais quand même trancher au-dessus de Kevin Love pour la longévité. On verra ce que nous diront les auditeurs. Allez sur le Discord nous dire tout ça. Et les intervenants futurs aussi. On verra bien. Et donc, je vous récapitule le classement qu'on a fait jusqu'ici. Premier, Kevin Durant, notre nouveau leader. Deuxième, Kyle Lowry. Troisième, Tony Parker. Quatrième, Nikola Jokic. Cinquième, Joel Embiid. Sixième, Kevin Garnett. Septième, Jrue Holiday. Huitième, Kevin Love. 9e, Harrison Barnes. Et donc, 10e, Al-Farouq Aminu. Et voilà, du coup, on a notre top 10. Écoute, Rafa, merci beaucoup d'être venu participer à cette série et merci d'être venu aujourd'hui pour parler de tous ces joueurs. Avec plaisir, et puis ça fait revenir des noms complètement sortis de la mémoire. On embrasse Eric Maynor, du coup. Oui, exactement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que vous n'avez pas trop envie de m'insulter et de nous insulter après ce top 10. Encore une fois, je vous renvoie vers le Discord pour qu'on puisse en discuter tous ensemble et argumenter. Et nous, de notre côté, pour la prochaine fois, le prochain épisode, on va un peu alterner, et du coup, on va se retrouver pour une série que vous connaissez sur le Basket Lab. On va faire un épisode de notre série sur les stats de la saison 2022.
Et donc une série durant laquelle on revient grâce aux stats sur plein de petits sujets qui ont fait la saison 2022. Et donc, sur ce, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci également, bien sûr, à Rafa d'être venu sur le podcast classer les joueurs du jour. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.